Bonjour à tous les gens qui nous suivent sur YouTube. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Chapon. Mathieu, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour le coup au SEO Camp d'il y a 2 ans, quelque chose comme ça. On avait l'occasion de discuter un peu. On s'est suivi de loin, je pense, mutuellement. On a regardé un peu ce que chacun produisait, chacun de son côté. Voilà, malgré le fait qu'on ait peu échangé en fait avec Mathieu, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. On avait pas mal parlé du fait de l'expatriation aussi, parce que si je ne m'abuse, Mathieu a passé un peu de temps en Asie du Sud-Est, là où je vis actuellement. Et donc voilà, j'espère que tu es chaud Mathieu aujourd'hui, j'espère que tu es d'aplomb, j'espère que tu es content d'être avec moi. Je suis hyper content et je te souhaite d'abord une bonne année. Je te l'ai même pas souhaité dans la prépa du podcast, mais non, je suis hyper content de ton invitation en tout cas. Et non, en fait, on s'était pas vu au SEO Camp, on s'était vu au Black and White SEO à Lyon, la dernière Les, édition où tu avais fait une conférence qui était les hyper deux en intéressante. vrai, on s'est rencontrés au Black and White et on s'est Ah ouais? revus après 6 mois plus tard, un truc comme ça au SEO Camp où on avait discuté un peu suite à une conf, je sais plus exactement laquelle honnêtement. Ben, t'as une meilleure mémoire que moi alors. Bon, c'est une mémoire à trous un peu honnêtement. Mais en tout cas, merci beaucoup, bonne année à toi aussi. C'est vrai qu'on enregistre à l'heure qu'il est début janvier, ce sera peut-être publié un peu plus tard dans le mois. Donc voilà. Écoute Mathieu, aujourd'hui je t'interview entre guillemets dans le cadre du fait que je me renseigne progressivement sur voilà qui sont les top agences FR en SEO, qui fait du bon travail, histoire de m'inspirer un peu des meilleurs, étant donné que je suis un peu dans ce moment charnière où je commence à avoir de plus en plus de clients en prestation de service et que j'aimerais bien progresser un peu sur tout cet aspect-là. Ce que j'aimerais bien à la rigueur, c'est que tu nous parles un peu, que tu nous resitues voilà à quel moment tu commences à faire du SEO. Est-ce que tu commences directement en disant je lance une agence SEO? Est-ce que tu commences en te disant je suis consultant SEO et puis j'ai trop de travail, je passe en agence j'ai cru comprendre que toi, en plus, dans ton schéma, dans ta suite logique, il y avait quand même un gros changement où tu passais d'un nom à un autre, un rachat, sûrement une histoire de merging, etc. On pourra peut-être en parler plus tard. Mais à la rigueur, juste voilà, le début, qu'est-ce qui fait que tu commences à être à gérer une agence SEO? Alors, le début, comme tous les anciens SEO qui se respectent, je n'ai pas du tout étudié le SEO à la base. Je venais pas de ce monde-là. Alors, j'ai l'impression que la nouvelle génération aujourd'hui, elle tombe un peu dans le gros hacking et elle tombe amoureuse du SEO et donc ça devient presque inné. Mais moi, au départ, j'avais fait des études dans le tourisme et dans l'environnement. Voilà, donc j'ai fait comment dire, un diplôme STAPS avec une option nature. Donc j'étais un mec qui faisait de la rando, de l'escalade, voilà, du VTT. Voilà, j'avais comme vocation de devenir un garde de parc naturel, de garde de parcs nationaux français. Ce fameux métier de rêve dont en fait à l'entrée c'est un entrée niveau bac. Simplement, on est 1000 à l'entrée, des gens qui viennent avec des Master 2, des doctorats. Et puis au final, il y a 20 places sur le territoire. Et donc, c'est totalement inaccessible, surtout pour moi, en tout cas, pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Mais bref, j'étais vraiment amoureux des espaces naturels. Donc, j'ai fait toutes mes études et ma carrière dans ce secteur-là. Et puis, je me suis retrouvé à faire beaucoup de stages. Et un stage assez marquant, c'est quand je suis parti en Master 1 en Indonésie pour travailler dans une agence de voyage, dans du trek d'aventure, ascension de volcans, se balader dans les rizières, aller voir les dragons de Komodo. Et donc, je suis parti là-bas en 2006, vraiment pour être chef de produit de la destination. Et je suis arrivé en 2006, une année où l'Indonésie a subi un tremblement de terre assez important dans la ville de Yogyakarta, qui est la ville un peu culturelle de l'archipel. Et le tremblement de terre a eu lieu en juin, et donc saison touristique foutue. Tous les clients annulent en fait leur séjour. Et mon patron me dit à l'époque, écoute, c'est toi qui a un peu plus d'expérience dans le marketing digital, essaye de capter tous les clients qui sont sur les forums du guide du routard, qui sont en train d'évoquer l'envie de venir voyager en Indonésie, mais qui sont un peu apeurés de la situation, parce que les médias faisaient bien sûr le focus avec leurs caméras sur les immeubles détruits, alors que 99% de la ville était encore totalement habitable. Et donc, j'ai commencé à spammer le guide du routard, j'ai commencé à acheter des milliers de backlinks dans des annuaires pour booster le site, j'ai créé plein d'articles, je faisais des traductions en anglais vers le français, etc. Donc, j'essayais de spammer au maximum. Et puis, quelque part, je suis un peu tombé dans le bain du référencement au sens large du terme, et en tout cas dans le spam au sens gros hacking, quoi. Et donc, on essaye de s'en sortir tant bien que mal sur cette année-là. Et puis, ce stage se transforme en job. Je reste sur place pendant 2 ans. La deuxième année, pas de tremblement de terre, mais je continue à faire en basse saison, toute la partie un peu marketing de l'agence. Puis en haute saison, je fais le guide. Donc, je parcours Flores, Lombok, Bali avec les touristes dans des rizières, etc. Euh,
Et puis après 2 ans, en fait, je tombe malade. J'attrape la dengue. Voilà, une maladie assez classique. Mais chez moi, la dengue, c'est plutôt brutal puisque les médecins ont dit ça fait 10 jours qu'il est à plat, il a plus de défense immunitaire, il peut mourir d'un rhume. Ça serait quand même bien qu'il se mette à boire du jus de goyave. Parce qu'en fait, quand t'as la dengue, t'as rien pour te soigner. Par contre, les locaux, ils boivent du jus de goyave. Et moi, je détestais ça. Et puis, je voyais tous les Indonésiens qui rentraient avec la dengue, qui partaient au bout de 3 jours après avoir bu du jus de goyave toute la journée. Donc, je me suis mis à en boire et j'ai été sauvé, entre guillemets, de cette maladie. Et puis, en fait, ça a été un coup un peu au moral, un peu difficile, parce que je me suis dit, bon, bah, tu vis une vie de rêve en Indonésie, le climat est incroyable, le coût de la vie est génial, mais en même temps, tu es fragile parce que si tu as un problème médical ou si tout simplement tu veux essayer de te projeter, de te dire tiens, je vais peut-être construire une famille et voir comment ça peut se passer, je me sentais pas à l'aise de tenter l'aventure pour le moment. Et donc je suis rentré en France avec le choix de me dire soit je m'oriente vers le tourisme et donc je contacte les 20 agences un peu sympas en France qui proposent le même type de séjour, soit je me lance dans toute la partie SEO dans lequel je m'étais pas mal investi. J'avais même fait la refonte du site, j'avais géré l'agence indonésienne qui avait travaillé avec nous pour refaire le site. Et donc j'ai candidaté d'abord dans le tourisme, donc là 20 agences, donc 20 chefs de produits Asie du Sud-Est, et donc 20 personnes qui avaient déjà entre 20 et 25 ans, qui venaient d'avoir pris le poste, parce que l'Indonésie commençait à être une destination qui commençait un peu à apparaître, et donc bah, pas de place pour moi, quoi. Et donc je me suis orienté vers le SEO, et en 3 semaines, j'avais 3 propals sur la table, et j'ai été dans la première agence qui a été une agence du groupe Cara, qui s'appelle maintenant Aegis, enfin qui s'appelle Dentsu même maintenant, qui était Takezo, une première agence dans laquelle j'ai fait mes armes, et qui a été très vite rejoint par Apposition, qui est cette fois-ci vraiment mon expérience marquante. Et Apposition a été à l'origine de pas mal d'outils qu'on connaît aujourd'hui. Alors pas à l'origine parce que c'est pas eux qui les ont directement construits, mais ils avaient déjà leur SEMrush à eux, ils avaient déjà leur Botify ou leur OnCrawl à eux. Et d'ailleurs, certains membres d'Apposition sont partis créer Botify derrière, dont Adrien Ménard. Donc je suis monté en compétence avec ces gens-là, et au bout de 2 ans, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'ils m'ont mis sur une mission d'un client qui faisait 8 millions de pages, et ils m'ont demandé de faire une analyse de log, mais tout en ligne de commande Linux. J'étais un mec du marketing, j'avais fait surtout du sport et du VTT, tu vois, j'avais fait assez peu de lignes de commande, mais ils avaient tout un cycle de formation dans lequel tu pouvais monter en compétences. Et pendant 3 mois, j'ai passé week-end et soir compris à essayer de faire cet audit de 8 millions de pages. Alors 8 millions de pages, tu sors pas les logs sur Excel, hein, ça marche pas. Tu es obligé d'y aller en ligne de commande. Il y avait aucun outil qui existait à l'époque, donc je me suis vraiment fait les arbres. J'en ai presque pleuré tellement la deadline était terrible parce que dans 3 mois je devais le livrer. Et pour la petite histoire, le matin avant d'aller au rendez-vous, il y a un des fondateurs qui me dit bon bah Mathieu, viens, on va regarder ton audit ensemble. Personne n'avait regardé l'audit pendant 3 mois. Et je lui présente l'audit et il me dit, écoute, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une synthèse en 10 slides de tes constats, mais on va pas encore sur les recos parce que c'est pas du tout haut niveau pour l'instant. Donc j'avais bossé pendant 3 mois. Il me cut ma presse de 100 slides à 10 et on va sur place et grosso modo, je présente juste mes constats sans forcément parler de mes recos parce qu'il pensait qu'elles étaient assez mauvaises. Et donc, je me suis retapé encore un mois, cette fois-ci assisté par les seniors de la boîte pour être capable de sortir un audit du bon niveau attendu par l'agence. Donc, je m'étais même dit, tu vois, ça faisait 3 mois que j'y étais, je me dis, ça se trouve, ils vont me bazarder, toi, ils vont laisser tomber, mais ils avaient vu que j'avais une certaine pugnacité à y passer soir et week-end. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les week-ends, quand j'allais à l'agence, je me retrouvais avec les fondateurs qui, eux aussi, des gros passionnés. On se faisait un matin, on bossait ensemble un peu sur l'audit. L'après-midi, on faisait 2-3 heures de baby-foot, tu vois. Puis le soir, on rentrait, on disait à nos compagnes et à nos femmes, ouais, on a vachement bossé toute la journée. En fait, on avait quand même fait une bonne partie de baby-foot durant le samedi ou le dimanche. Mais voilà, ça a été une école incroyable. Ça m'a fait vraiment découvrir le SEO d'un autre level parce qu'à cette époque-là, l'analyse de log, c'était la première agence et une des seules agences à le faire. La partie, euh, tu vois, un peu ce que tu peux avoir sur un SEMrush, c'est-à-dire les diagrammes de veine avec comment sont positionnés différents acteurs, quelles sont les niches de certains, etc. Cette vision un peu big data en 2008-2009, c'était quand même assez novateur. Et donc, ça a été vraiment grosse expérience marquante. Et puis c'est là-bas que j'ai rencontré mon cofondateur avec lequel j'ai lancé Search for Sale, qui est Philippe Yonnet, qui était mon N+2 à l'époque. Voilà, on s'entendait assez bien, mais voilà,
comme un N+2 avec son consultant. Et puis, un jour, on déjeune ensemble et il me dit tu te vois faire quoi dans quelques années? Je dis ben moi, je ne meurs que d'une chose, c'est que je voudrais absolument lancer ma propre agence parce que je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Et il me dit ah d'accord, c'est intéressant, mais c'est vraiment au moment du café quoi, fin du repas toi. Et puis 6 mois après, il me dit écoute Mathieu, j'ai trouvé un groupe média qui s'appelait MyMedia, qui s'appelle aujourd'hui Heroix dans lequel on est. Ils veulent lancer leur partie SEO. On a carte blanche, voilà. Et il nous fait une proposition d'actionnariat, etc. On rentre au capital et on lance la branche. Et donc on se lance à deux plus un consultant qui était déjà chez eux et qui était déjà censé répondre aux premiers besoins SEO qu'avait l'agence. Donc voilà, on s'est lancé en 2012. En 2012, on est trois et on commence à répondre aux premiers AO assez rapidement. Alors en plus, on avait l'assise du groupe, donc les achats, direction d'achat pour eux, c'était OK parce qu'on montrait que les chiffres du groupe et pas nos chiffres qui étaient à zéro pour l'instant. Et donc on a commencé à répondre à plein d'AO. Et comme tout bon passionné, parce que Philippe, c'est un fondateur comme moi qui est plutôt un consultant, un expert, pas un commercial, on a commencé à gagner pas mal d'AO parce qu'on facturait au prix. Tu vois, on faisait sans doute un peu de marge, mais pas beaucoup par rapport aux autres agences. Et quand on revoyait, en fait, parce que c'était un petit monde, on revoyait un peu les agences concurrentes qui étaient des copains, ils nous disaient, putain, vous avez gagné Louis Vuitton, vous avez fait comment? Bah écoute, c'est sans doute notre approche, mais vous étiez à combien? Bah, on était à 70 000 à l'année. 70 000, putain, on était 3 fois plus cher, 4 fois plus cher. Et effectivement, on avait raflé la mise parce qu'on arrivait avec une approche pas très commerciale, très factuelle, très orientée résultat, et puis voilà, très fine-tuné quoi. Et c'est au fur et à mesure qu'on a commencé un peu à recruter d'autres collaborateurs, dont des commerciaux, où on a compris qu'à un moment donné aussi, même si tu cherches pas à énormément marger, mais tu essaies aussi à avoir un peu plus de gras, parce que parfois, quand tu fais un forfait, quand tu exploses de forfait, c'est pour ta pomme et c'est pas du tout pour le client. Ok. Putain, c'est super intéressant, très complet. Écoute, tu pars d'une situation où tu pars d'un milieu un peu bouché. C'est pas le seul SEO hein, qui part d'un milieu qui n'était pas idéal initialement et en fait, Ouais, tu te retrouves dans le SEO un peu, tu sais, en side effect parce qu'en fait, ton milieu il est pas ouf, tu fais ça sur le côté. Finalement, ça devient l'activité principale parce que la croissance de ce côté-là est bien meilleure. Euh, c'est vrai. c'est assez Après, je stylé crois que Vas-y. le métier du SEO était le métier qui m'était destiné, en tout cas un des métiers les plus destinés, parce que en fait, c'est un métier euh, qui réunit plein de choses qui peut, à mon avis, être très lié à ton caractère et à ta manière de travailler, de penser. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, j'ai appris il y a moins de 10 ans qu'en fait, ma méthode d'apprentissage était le kinesthésisme. C'est-à-dire que j'apprends en faisant. Et ça, c'est un truc que j'aurais voulu apprendre dès l'école. Parce que tu vois, quand tu es à l'école, il y a certains qui font des fiches pour réviser, il y en a d'autres qui arrivent à lire et à comprendre, il y en a d'autres qui écoutent le cours et qui retiennent, toi. Moi, je pensais que alors j'étais pas très bon à l'école, en plus, c'est ça la grande histoire. Parce que ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai redoublé 2 fois, ma sixième et ma cinquième. Alors, dedans est inclus aussi toute une partie un peu personnelle, divorce des parents, déménagement, etc. Mais en fait, quand tu comprends pas encore comment tu arrives à assimiler les choses, c'est un gros handicap parce que du coup, tu penses que toi, il faut que tu écoutes pour comprendre et retenir. Bah non. Toi, il faut que tu écrives parce qu'en fait, t'es visuel, donc tu vas faire une sorte de schéma dans ta tête pour retenir. Bah non. Moi, ma méthode à moi, enfin, ce qui fonctionne en tout cas, c'est de faire les choses. Donc, quand je dois réviser de l'histoire, bah, je vais en faire une synthèse parce que je vais le lire et je vais synthétiser, donc je vais construire dans mon esprit l'image et je vais retenir de cette manière-là. Et donc, pourquoi je fais ce parallèle-là? Parce que je trouve que le SEO, tu peux faire toutes les écoles du monde de SEO, et il y en a pas assez en France malheureusement. Et tu peux faire toutes les formations que tu peux trouver sur le web. Le sujet, c'est que tu apprends seulement en faisant. Donc tu fais des sites, tu fais des MFA, tu fais des sites d'affiliation, tu testes des choses, tu te plantes, tu remontes, etc. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que le SEO m'a plu, parce que au-delà du fait de faire, il y avait aussi un résultat derrière. Soit un résultat dans ta position, soit un résultat financier, parce que tu mettais des liens d'affiliation. Donc voilà, ça c'est typiquement un métier qui me plaît grâce à ça, et aussi parce que c'est un métier dans lequel tu t'ennuies jamais. Voilà, moi je commence à avoir presque 20 ans d'expérience, j'en apprends tous les jours. Là, avec ChatGPT, les IA, l'automatisation, voilà, ça m'a réouvert encore mon catalogue de compétences et d'avoir envie d'apprendre plein de nouvelles choses. Et puis en plus, c'est un métier, je trouve que on peut beaucoup donner aussi à la communauté, à ses salariés, à qui veut l'entendre, du savoir partagé
et tester ensemble des choses, des méthodes. Voilà, c'est un métier aussi où on peut faire de la pédagogie et on peut communiquer son savoir, et expliquer et partager, quoi. Ouais, je suis vraiment d'accord sur plusieurs points. Il y a plusieurs points qui sont intéressants dans ce que tu dis. Il y a le fait que ça soit un métier de faiseur, tu vois, en général. Et en fait, tu t'apprends en faisant parce que c'est un métier qui est extrêmement, qui inclut, à mon avis, qui induit énormément de compétences qui sont différentes. Et donc, tu es obligé de toutes les pratiquer un petit peu. Et mis à part en faisant des projets un peu complets, bah, tu peux difficilement, justement, toucher à toutes ces compétences en même temps. Moi, c'est souvent un truc que je regarde beaucoup quand je recrute, hein, de savoir à quel point est-ce que les gens ont fait. Parce que c'est aussi indicateur d'un autre truc que tu as fait dans ta carrière et d'un truc qui est intéressant, qui est le fait d'être passionné, tu vois. Et je pense que les gens qui sont passionnés par ce métier et par ce secteur, c'est des gens qui réussissent au mieux. Et en fait, parce que ton cerveau, il tourne H24 dessus et tu as besoin que ce cerveau, il tourne assez régulièrement dessus. Quand on te file, à mon avis, cet audit de log, bah, en fait, c'est un très bon test, là, une bonne barrière du feu pour savoir si tu es passionné. Et c'est le cas, en fait. Tu vois, tu passes tes week-ends, tu passes tes nuits, tu as envie d'y arriver. Et même si c'est très difficile, même si tu manques de compétences, en fait, en mangeant toute l'information que tu trouves sur Internet, tu finis par aller chercher les informations qui te manquent et aller réussir cet audit, ou à moitié le réussir du moins, dans ce côté passionné, quoi. Donc c'est vraiment intéressant ce que tu dis là. Du coup, ensuite arrive le moment où en fait vous êtes deux, puis vous êtes trois, puis vous êtes quatre, puis vous êtes cinq, puis vous grossissez. Vous grossissez. Alors j'ai plusieurs questions. J'avais avoir des questions par rapport au côté groupe parce que c'est un côté qui est très intéressant. Elles sont pas super nombreuses les agences qui sont dans un groupe et ou alors du moins on le sait pas, hein, possiblement. Et je suis intéressé par savoir ce que ça implique. Primo et secondo, du coup c'est quoi les phases de croissance pour toi à l'époque? Quelle croissance est-ce que vous avez? C'est quoi les steps que vous passez qui sont des steps majeurs, tu trouves? Alors, il y a du bon et du moins bon à commencer avec un groupe. Le très bon, c'est que quand tu commences avec un groupe, bah, tu peux potentiellement négocier à avoir un salaire, d'être un associé salarié, et donc de maintenir ton niveau de vie plutôt que d'attendre 3 à 6 mois avant de commencer à te payer un petit peu, etc., etc. Moi, j'étais dans une phase en plus personnelle où j'avais mon premier enfant, j'avais un achat d'une maison à retaper, j'avais et je lançais la boîte, tu vois, donc j'ai passé deux années qui ont été un peu compliquées, mais c'était une assise financière qui était quand même assez confortable. L'autre point quand même aussi, c'est que du coup, tu t'assois sur un groupe qui a tout un back office, qui te met un statut d'agence qui a un certain poids, qui peut passer toutes les barrières des achats qui t'interdisent, ou tous les AO publics qui peuvent t'interdire parce que tu es trop petit. Tu as un service commercial, tu as tout un service tu as d'autres métiers aussi sur lesquels tu peux t'appuyer. Et puis, l'agence a aussi déjà beaucoup de clients. Donc, franchement, comme base de démarrage, c'est plutôt confort pour pouvoir progresser. Après, et puis, le gros intérêt aussi qu'on avait, c'est qu'ils ne connaissaient pas en interne notre métier. Donc, on était libre de faire ce qu'on voulait, de faire nos choix, d'investir dans des outils, d'investir dans des humains, voilà, de pouvoir. On avait vraiment carte blanche. Donc ça, c'est le gros avantage. Les inconvénients peut-être qu'on peut avoir, c'est de se dire, bon bah, comme tu t'associes à un groupe, tu n'as pas 100% de tes parts au départ. Tu as une négociation dans laquelle... Vas-y, tu as une question, Léo? Ouais, j'allais dire, je suppose que c'est des choses que tu vas pas pouvoir nous dire, mais peut-être une fourchette de avec quelle part tu pars, avec quelle part tu commences et avec quelle part HeroX commence, entre guillemets, histoire qu'on voit un peu le split qu'il y avait initialement et limite les obligations ou voilà, les avantages que tu avais au-delà du fait qu'il te filait des parts. Je suppose qu'il y avait une dynamique quand même où il te filait potentiellement des. Ouais, t'as tous les services support du groupe, c'est uniquement les avantages que tu avais, entre guillemets, ou tu avais en plus du budget ou grosso modo, qu'est-ce qui était négocié initialement dans le deal de base? Ouais. Ce qui était négocié dans le deal, c'était de se dire, en gros, vous avez un an pour réussir. Et puis, si vous réussissez pas, en tout cas, pendant un an, on vous finance, on met le Ok. budget, on vous soutient, etc. Bon, on a réussi en 3 mois à prouver on était rentable et que ça marchait. Donc, c'était cool, tu vois. Mais j'ai un super pote avec qui, au départ, je devais même monter la boîte au départ, qui a monté la boîte avec quelqu'un d'autre, problème de planning tous les deux. Et c'était les meilleurs potes du monde, hyper complémentaires, l'un commercial, l'autre très tech. Bah, au bout d'un an, ils ont explosé en vol parce qu'ils se sont engueulés, parce qu'il y avait un problème de répartition de tâches, etc. Donc, alors, l'un des trucs que j'ai pas dit, mais c'est quelque part, quand tu montes une boîte à deux, bah, c'est compliqué parce que si t'es en désaccord, bah, y a personne pour trancher. Là, on avait un troisième acteur qui était le groupe et qui pouvait, en tout cas, nous aider à trancher. Après, dans la répartition des parts, en gros, le groupe prenait le plus de risques. Ils ont voulu avoir la majorité. Et nous, après, on se partageait
cette minorité. Alors, on était pas loin des 51-49, tout. Mais voilà, c'est sur ce sujet-là. Tu me disais aussi quels étaient les engagements. Bah, quand tu rentres dans un groupe, tu signes un pacte d'associés qui va régir un peu, qui va organiser les règles entre les associés. Nous, on arrive dans un groupe où il y avait déjà des associés, donc on s'est un peu greffé au pacte existant. Et le pacte dit, bon, bah, voilà, si tu veux partir, comment ça se passe ton départ et tes parts, etc. Ouais, toute une série de règles de pacte associé un peu classique, quoi. Mais c'est quelque part, on avait la sensation que c'était notre boîte parce qu'on avait carte blanche, mais quelque part, on avait aussi à la fin de l'année besoin de résultats, besoin d'atteindre un certain niveau, et puis on nous demandait des comptes quand ça allait pas, toi. Et durant ces 12 ans, on a eu des périodes incroyables et des périodes plus difficiles que je peux t'évoquer. Mais comment on a grandi? Bah moi, la première erreur, c'était pas une erreur, mais disons que je m'en suis un peu mordu les doigts parce que c'était compliqué, c'est que quand tu lances ta boîte, tu as envie de recruter des gens que tu connais, qui sont même des potes. Tu te dis, eux, je les connais hyper bien, ils sont hyper efficaces, et je vais monter ma dream team, quoi, tu vois. Le problème, c'est que recruter tes potes, bah, c'était bien quand tu étais consultant et quand tu discutais avec eux, ça se passait bien. Mais quand tu deviens leur chef, bah, des fois, c'est un peu chaud, ça a pas toujours ça a un peu du mal parfois à passer. Et quand eux arrivent, si parfois ils n'ont pas aussi la bonne maturité, ils pensent que, en gros, ils sont pas une passe droit, mais en tout cas, ils se sentent un peu libres de fonctionner comme ils veulent. Et quand tu te mets à te retrouver en one-to-one avec eux, à leur dire leur cas de vérité, alors que tu as pu boire des centaines de verres avec eux, c'est un peu chaud, quoi. Donc au départ, on a monté l'agence avec des anciens qu'on connaissait d'apposition, entre autres. Et donc, bah ça a assuré une agence avec de la seniorité, parce que c'est que des gens qui avaient entre au moins 5 à 10 ans d'expérience, tu vois. Mais aussi, quelque part, eux, ils avaient tu vois, quand tu trouves des consultants qui commencent à avoir 5-6 ans d'expérience, ils sont toujours à se demander, est-ce que je vais chez l'annonceur, je vais gagner 24 plus, ou est-ce que je reste en agence? Ouais, mais l'agence, j'adore ça parce que c'est un peu de la morphine, il y a de la nouveauté, je saute d'un client à un autre, d'une problématique à une autre. Mais en même temps, ils ont toujours aussi cette envie de se dire, bon, bah, je commence à construire une famille, je commence à avoir envie d'avoir une maison, d'avoir une situation, un confort. Donc, ils sont aussi à la recherche d'avoir une rémunération un peu meilleure qu'ils ont pu avoir en agence. Donc, bref, il y a ce jeu-là d'essayer de trouver un équilibre entre recruter des gens que tu connais tout en essayant d'avoir un peu, entre guillemets, une distance managériale avec eux. Et puis, tout simplement, ça a révélé une chose très claire, hein, que on se dit entre nous, parce qu'on est entre nous, Léo, mais moi, le management, c'est pas mon fort. Je m'en suis aperçu. Parce que avant, j'étais chez Apposition, j'avais fini team leader, mais c'était team leader d'une équipe qui avait tout un process, une organisation. Nous, quand on a monté sur Shoresite, on n'avait pas de process et on en était hyper fiers. On disait même à nos prospects, à nos clients, on leur disait, chez nous, on n'a pas de process, mais en même temps, on a une très grande réactivité. Parce que quand vous avez un process, ça veut dire que lundi, je vous livre ça, mardi, on s'appelle, mercredi. Si, à un moment donné, il y a un problème, ça bouscule le process et parfois les agents sont un peu paumés. Nous, on n'a pas de process, vous inquiétez pas. Donc, du coup, on faisait, chacun avait son type de document, fait un peu sur mesure, mais aussi assez propre à ses compétences et à sa capacité à pouvoir faire les choses. Euh, et donc, ça s'est senti qu'à un moment donné, le process était un peu absent et manquait un peu aussi dans la qualité de nos livrables. Mais voilà, au départ, on était hyper agile. Et puis, franchement, on a travaillé avec toutes les grosses boîtes. On a travaillé avec Cdiscount, Rue du Commerce, Louis Vuitton, Conforama. Conforama, parce que moi j'ai un peu un chat dans la gorge. Conforama, des boîtes anglaises, comment ça s'appelait ce truc de running aussi. Enfin bref, pas mal de grosses sociétés, de grands groupes, Société Générale, Crédit Agricole, etc. Parce qu'on avait de la seniorité, parce qu'on avait aussi un Philippe Pionnet qui à cette époque-là aussi était président du SEO Camp, était hyper connu dans la communauté, était hyper dynamique. Donc il rassurait aussi par sa seniorité. Et puis Philippe Pionnet, faut le voir en rendez-vous avec des clients ou en rendez-vous d'avant-vente ou en rendez-vous de mission. Je veux dire, tu l'écoutes parler, quoi. C'est un puits de connaissances. Puis surtout, bah, juste avant de monter la boîte avec moi, il était chez Le Guide, qui est un comparateur que les plus anciens connaîtront, mais qui était un comparateur avec des millions de pages. Il était à cheval entre Paris et New York. Enfin, voilà, il avait une énorme assise qui faisait qu'on avait une agence qui a très vite monté en réputation grâce aussi à sa posture d'expert et à sa position. Alors, j'ai
J'ai plein de questions, j'ai plein de trucs qui m'intéressent. Des fois, je note sur mon téléphone directement les sujets parce qu'il y en a, et tu t'en déballes tellement que je suis là, genre, faut que je les note pour pas les oublier surtout. T'inquiète pas, celui qui me brûle les lèvres, c'est la question de comment est-ce qu'on se fait appeler sur un appel d'offres de Louis Vuitton? Comment est-ce qu'on se fait appeler sur un appel d'offres de Crédit Agricole? Comment est-ce que tu te retrouves à être en avant-vente avec des gros groupes comme ça? Parce que moi, alors qu'il est, je touche des clients de taille moyenne, je touche des clients, des petits clients. Mais pour toucher des gros comptes entreprises, j'ai aucune idée de comment ça se passe en fait à l'heure qu'il est. Mis à part être, tu vois, au top, voilà, avoir des recos déjà, etc., etc. Mais en gros, quand tu te lances, comment tu te retrouves à taper des gros comptes, quoi? C'est ma Hmm. grande question. Alors, en un, ce que je te disais au début, c'est que si tu n'as pas une assise financière, tu ne seras pas appelé. C'est sûr. Ok. Les grands groupes veulent pas prendre de risques, veulent pas travailler avec des indépendants, veulent pas travailler avec des petites agences. Ils ont cette règle qui est que lorsqu'ils donnent de l'argent à une société pour une prestation de service, ils doivent s'assurer que la société ne va pas déposer le bilan et partir avec l'argent. Il faut que et puis en plus ça c'est vachement les contraintes ont augmenté parce que maintenant la société elle doit être RSE, elle doit être tu vois, donc on doit avoir un certain niveau de respect de l'environnement et de process en interne pour que voilà, on doit trier les piles, on doit mettre les papiers dans la poubelle papier, le mar à café dans voilà, donc il y a une série de process qui est hyper contraignante en tout cas pour les petites agences qui n'ont pas les moyens d'investir à ce niveau-là. Euh, Comment on se fait contacter par eux? Bah, de par la notoriété de Philippe, et puis du fait que on est la nouvelle agence en vogue qui se lance, montée par des seniors avec beaucoup d'expérience. Backé Et par puis, HeroX, la totale, quoi. Vous êtes, ouais, c'est voilà, vrai que avec sur le beaucoup. papier, c'est solide, c'est une belle Tout équipe à et fait. en plus un beau backing et ouais, ouais, Et putain, en ok, plus, classe. au début, au bout de quasiment 6 mois, on lance les petits déjeuners SEO tous les mois à l'hôtel Georges V à Paris. Voilà. Tous les matins, donc enfin tous les mois, il y a une matinée dédiée au SEO. Donc ça invite, toi, c'était avant l'époque des webinars, tout ça, avant l'époque du Covid, bien sûr. C'était l'époque où bah, tu venais gratuitement, tu participais à 4 heures de présentation sur de l'actu, des use cases, les différentes problématiques de l'époque, comment Google fait pour indexer. Enfin voilà, on amène de la pédagogie et donc on commence, on a 25, 30 personnes, on finit à 150 personnes au bout d'un an qui viennent tous les mois et avec qui, bah, bien sûr, on déploie tous nos consultants, tous nos commerciaux, tous les gens de l'agence, c'est-à-dire à peu près 5 personnes, on les déploie dans la salle, on fait une pause en plein milieu de la conf pour qu'on aille tous discuter, voir qui a des besoins, etc. Et on se fait connaître aussi assez rapidement avec ce système-là de contact humain, ce qui a un peu été oublié aujourd'hui, c'est que en réalité, quand tu rencontres quelqu'un dans un webinar, c'est un peu c'est pas très personnalisé, il n'y a pas de contact humain. Toi, quand on se rencontre tous les deux à des confs, on parle 5 minutes, mais on se rappelle de l'un et de l'autre. Que tu m'aurais vu simplement sur des confs en visio, tout ça, ou en vidéo, ça t'aurait moins marqué. Bah là, ces petits déj, ça posait des points d'ancrage auprès de ces gens-là. On leur faisait la démonstration de notre avance sur la connaissance du moteur de recherche, ce qu'on voit et ce qu'on découvre. Et donc, bah, tout de suite, tu marques vraiment au fer rouge pas mal d'acteurs qui te disent, bon voilà, on est au mois de juin, les AO seront en fin d'année, mais je pense à vous en fin d'année parce que j'ai adoré ce que vous avez raconté, ce que vous m'avez donné, ce que vous m'avez donné gratuitement. Il faut parfois donner pour recevoir. Enfin, c'est surtout ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai que, bah, en fait, ouais, ça m'étonne pas que tu signes Louis Vuitton quand t'envoies Philippe Yonnet, qui est directeur SEO au Camp, faire un petit déj SEO au Georges V, et où tu démontres pure technique, pure expertise. T'es à Paris, t'es en local, t'es en direct, t'as du contact physique, c'est vraiment, ouais, c'est vrai que vu comme Et en plus, on avait ça pris, envoie, quoi. C'est on avait propre. pris un positionnement en plus d'agence qui était un positionnement d'agence très technique. C'est-à-dire que, tu vois, on criait haut et fort qu'on était des pros de l'analyse de log. C'était l'époque où se lançaient tous les sites en JavaScript. Tu vois, donc tout le sujet des JavaScript, on martelait ça sur les réseaux et dans nos conférences en disant qu'on maîtrisait bien le sujet, ce qui était vrai parce qu'en fait, au fur et à mesure que les gens nous disaient, bah, tous les développeurs disaient, bon, bah, je pense qu'il faut lancer un site en JavaScript parce que c'est plus simple dans la mise à jour, c'est plus agile, etc., etc. Bon, bah, c'est qui l'agence qui est spécialiste? Bah, moi, j'ai vu une conf, j'ai vu un post, j'ai vu un article dans le Réacteur ou dans Abondance, tu vois, et puis Philippe est pote avec Olivier Andrieux, donc on profitait du shine aussi d'Olivier pour pouvoir nous aussi briller et pouvoir remonter, tu vois, donc franchement, c'était un cocktail incroyable au départ d'arriver dans un marché en plus où c'était une époque où il n'y avait pas encore, il y avait toutes les anciennes agences qui étaient là, tu vois. Euh, je-
j'essaie de me rappeler, mais il y avait Resoneo qui était déjà là, il y avait Brioude, c'était le début aussi de quelques agences, mais il y avait Performix ou en tout cas un autre nom, tu vois. Mais c'était des agences pas vieillissantes, mais qui étaient là déjà depuis 5-6 ans, tu vois. Et puis là, hop, Search for Site, nouvel acteur qui se lance, qui apparaît, et qui a une proposition de valeur qui a l'air sur le papier hyper intéressante. Bah tiens, j'ai envie de tester. Toi, il y a plein de clients qui nous disaient, nous, ça fait 3-4 ans qu'on bosse avec un tel, vous arrivez, vous êtes là, vous dégagez une seniorité, on a envie d'essayer avec vous. Ouais, c'est ça. J'ai eu quelques clients qui m'ont dit ça aussi, ça m'a fait sourire, qui m'ont dit non, honnêtement, je suis OK avec l'agence que j'ai actuellement, mais j'ai envie de challenger, tu vois. T'as l'air inspirant sur certains points. J'ai envie de voir si la proposition de valeur que tu donnes, elle est au niveau, si tu arrives à casser tu vois, à être au-dessus. Et c'est, bah, des fois, en fait, le mieux est vraiment l'ennemi du bien finit par vaincre, Ouais, quoi. ouais, et Donc, puis c'est je assez pense qu'il faut intéressant. répondre à ces gens-là de dire, bah, écoutez, au prochain AO, ça vous engage à rien, mais challengez votre agence et demandez-nous de venir, de vous faire une proposition. Parce que peut-être qu'on aura une autre approche, peut-être qu'on aura des use cases qui vous montreront qu'on connaît bien votre secteur ou qu'on connaît bien en tout cas votre problématique. Et donc c'est comme ça, tu mets le pied gentiment dans la porte et tu viens présenter. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Ça sera peut-être l'année d'après. Ou en tout cas, tu sais. Et puis en plus, on est dans un monde où tu rencontres un responsable trafic chez un annonceur. 2 ans C'est après, il est place. chez un autre annonceur. Ah, Donc le mec, exactement. il est content de toi, il te suit, il te rappelle pour venir bosser avec toi. Et donc nous, au départ, toi, la première année, on était quand même très lié au bouche à oreille. La deuxième année, on commence à profiter un peu des petits déj, de la communication. Philippe écrivait aussi beaucoup dans la newsletter d'Abondance. Donc voilà, on commençait un peu à se faire connaître. Et puis au bout de la troisième année, on s'est dit, bah tiens, on va acheter un listing de contacts qualifiés. Voilà, et dessus, il y avait 2000 contacts des traffic managers responsables de sites des grands comptes ou des moyens comptes en France. Et on demande à une société de call calling de tous les appeler, à minima de nous présenter, et puis de voir s'il y a moyen de se positionner sur un AO, ou en tout cas s'ils ont un besoin SEO. Et sur les 2000 contacts qu'on a, il y en a 10% qui nous connaissent au Oh, bout de 3 ans. ouais, pas On se mal. dit, Très ouais, joli. en fait, on était connus dans la communauté. Par contre, tous les mecs traffic manager et tout, personne ne connaissait, toi. Il y avait encore Ouais. un énorme travail. Nous, on pensait qu'on commençait un peu à briller, mais pas du tout. En fait, il y avait quand même énormément C'était d'acteurs juste qui les nous SEO connaissaient. qui vous connaissaient au final, quoi. Exactement, exactement. Ouais. Mais c'est hyper important d'avoir cette assise-là sur des SEO parce qu'au final, quand un directeur market, un traffic manager va chercher une agence SEO, il va souvent demander un SEO. Tu connais quelqu'un? Est-ce que tu connais une agence qui se démarque, qui est sympa? Et donc, ce sont des gens qui sont tes ambassadeurs, qui peuvent t'aider justement à te faire connaître, à te faire monter un peu dans le game, quoi. Voilà. Puis donc, au bout de 5 ans, on commence à se dire, bah, c'est bien, on est une quinzaine. Mais ce serait bien de grandir plus vite. Et en plus, encore une fois, on a un groupe qui nous aide à pouvoir potentiellement aussi avoir les moyens. Et donc, en 2016, on rachète une agence à Nantes qui s'appelait Synaudience, voilà, qui était une agence aussi avec une bonne réputation et qui avait principalement ses clients sur la région parisienne, mais desservis par des consultants qui étaient depuis Nantes. Tu vois. Et donc, on fait ce rachat-là. Et donc, on se retrouve un peu à la rencontre des deux mondes, c'est-à-dire que Synaudience, eux, étaient extrêmement organisés et processisés. C'est-à-dire que Ah, ouais, quand ok. on est arrivé, on arrive le premier jour, on rencontre les consultants et on leur dit, bah, expliquez-nous comment vous faites pour travailler. Et eux, ils nous sortent un PDF de 80 pages, ils posent sur la table et ils disent, voici tous les process de l'agence. Chaque chose qu'on fait, il y a un process derrière, il y a une méthodologie, il y a un livrable type, etc., etc. Et nous, ça faisait 4 ans qu'on faisait sans process, et on a été hyper fiers. Et on leur dit, bah, écoutez, votre process, vous allez voir avec nous, on va le mettre de côté, parce qu'on est sûr que pour vous, c'est un handicap, c'est un frein, c'est quelque chose qui doit vous poser des problèmes et qui doit vous empêcher de vous épanouir dans la société. On va vous proposer une méthode, Search for Site, c'est une méthode sans méthode. Chacun va développer ses compétences et ses appétences personnelles, son individualité, pour que vous ayez chacun, vous puissiez être briller dans ce que vous êtes le plus fort. Et donc, on leur présente ça, on leur explique ça, et on commence à travailler dans ce sens-là. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils étaient complètement déstabilisés, et que c'était un échec total. Parce que pour eux, ces process-là, c'était hyper rassurant, sur lequel ils pouvaient s'appuyer. Et donc, ils nous ont fait comprendre aussi que de passer de 15 à 60, parce qu'ils étaient 50, hein, sans process, c'était pas possible.
effectivement, on l'a appris à notre dépens. Et donc, ça a été un moment qui était assez compliqué. On pensait qu'on allait faire un super mariage. Eux, ils avaient justement cette approche très processisée qui faisait que les grands comptes les adoraient. Tu vois, c'était hyper timé, organisé, les roadmaps, etc. Et nous, on était plutôt, on était très appréciés des, des, des annonceurs un peu, qui avaient une branche un peu start-up agile, parce qu'on pouvait réagir du jour au lendemain sur un sujet, on pouvait remonter, on était, voilà. Et donc, on pensait faire un super mariage entre les deux, très complémentaire. Et en fait, c'était pas une catastrophe industrielle, mais on a eu beaucoup de gens qui sont partis. Alors, quand tu rachètes une boîte, il y a toujours beaucoup de gens qui partent parce que c'est le moment aussi, c'est un moment déclencheur pour eux de se dire c'est peut-être le moment de partir. Mais quelque part, c'est aussi parce qu'on a apporté ce bouleversement-là qui n'a pas été des plus malins de notre part, des plus opportuns. Et donc, en fait, pendant 2 ans, on a un peu stagné, on a appris à travailler ensemble et on a monté ensemble le nouveau process Search for Site qui essayait d'amener du process et qui essayait aussi d'amener de la liberté pour les consultants pour que justement ils puissent briller dans leur zone de génie, quoi. Ouais, c'est trop bien ce que tu dis sur la partie process parce que justement j'étais très anti-process historiquement et encore maintenant je suis quand même majoritairement anti-process parce que je pense que quelqu'un qui est très passionné et qui kiffe ce qu'il fait et qui a une bonne vision sur ce qu'il fait, bah en fait avoir des process c'est un truc qui va tuer un peu bah, comme tu dis sa créativité, sa personnalité dans sa personnalité SEO tu vois entre guillemets etc. Mais je pense aussi que en fait bah, il y a un moment, on n'est pas tous, tu vois, des brutes passionnés du SEO à penser à ça H24. Et en fait, il y a des gens qui aimeraient bien penser à autre chose, penser à leur famille, à leur hobby, etc. Et en fait, dans ces cas-là, en général, bah, les process, c'est cool parce que tu mets une espèce de norme qualité qui va niveler un peu le tout et qui permet d'avoir un peu ce standard qui est bien. Plus, il y a des choses qui sont pas naturelles, en fait, et qui sont bien. Et quand tu découvres quelque chose qui est pas naturel et qui est bien, bah, en général, c'est bien de dire à tout le monde, en fait, j'ai découvert ce truc-là qui marche très bien et de le normaliser un peu, entre guillemets qui aide pas mal pour les process. Mais même si ça peut t'intéresser, mais quand tu commences à réfléchir à la rentabilité d'un dossier et puis la rentabilité d'un consultant sur un audit type, euh, partons du principe que c'est un audit que tu fais sur 2 sites qui sont assez comparables. Comment t'expliques qu'il y en a un qui va mettre 3 jours et l'autre 10 jours? Bah parce que justement, il n'y a pas de process. Parce qu'il y en a un, il a l'habitude, il est senior, il va aller très vite, il va aller droit à l'essentiel. Puis celui qui met 10 jours, en fait, lui, il va essayer de parcourir tous les spectres du SEO, tous les critères possibles, et il va perdre du temps dans des sujets qui sont pas importants parce qu'il n'a pas l'expérience de voir tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc, résultat, s'il n'y a pas de process, bah, t'en as un qui met 10 jours, l'autre qui met 3 jours, et il y a un problème de rentabilité. Donc, c'est hyper important aussi que les process puissent, c'est pas forcément une checklist, mais c'est aussi un raisonnement de pensée. C'est tu attaques un site e-commerce, bah, site e-commerce, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des pages de listing, des pages à facettes, des fiches produits. Bon, bah, tu vois, tout de suite, commence pas à t'aventurer dans des sujets sur l'informationnel, sur des pages, etc. Voilà, c'est comme ça que tu dois regarder. Tu attaques un site média. Site média, ça veut dire, à l'époque, Google News, aujourd'hui, Discover. Te casse pas la tête forcément à réfléchir sur le maillage interne. 80% du trafic se fait sur du contenu chaud. Donc, ne va pas forcément sur ce sujet-là. Donc, c'est hyper important. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire nos premières méthodologies. On faisait des méthodologies par type de site dans lequel après le consultant pouvait aller regarder, piocher. On n'a jamais été, et heureusement parce que c'est pas du tout notre tasse de thé, de faire des audits à trous. Tu vois, le pire truc du monde pour rendre ton consultant idiot, c'est de lui faire un audit à trous, il a juste à checker les points et à remplir. Ça Ouais, existe, hein, on en a vu mais des gens. déjà c'est intéressant comme tu dis, mais parce que moi, tu vois, j'aimerais pas. Ouais, putain, je sais pas si j'aimerais pas ou pas, je réfléchis. Mais parce qu'en fait, je trouve que déjà filer un PDF de genre, entre guillemets, dire bah voilà, t'es sur un e-com, va voir ce qui se passe en collection, va voir ce qui se passe en fiche produit, etc. avant d'aller voir l'informationnel. Ça fait un peu guide alors que j'aime bien former les gens. Mais après, c'est peut-être parce que j'adore former les gens. Et du coup, je préfère que les gens ils se disent, tu vois, enfin, que naturellement ils arrivent sur un com et ils se disent ça sans avoir besoin d'avoir le cours sous les yeux, entre guillemets. Mais peut-être qu'en fait, c'est juste une question de que je préfère le faire à l'oral plutôt que le faire à l'écrit. Tu sais, Euh, moi ouais, j'ai appris le SEO en regardant les PDF, la théorie, le ouais, forum de Webbank Info. Et ouais, c'est vrai. après, j'ai été confronté à ah ma merde, en fait ça j'avais jamais vu cette problématique-là, etc. C'est comme ça que je le découvre parce que pour faire du vélo, on te met des petits trous, mais il faut quand même pédaler. À un moment donné, on te les enlève ces petits trous pour être capable de le faire tout seul. Ben, quelque part, c'est un peu vrai aussi dans notre métier, c'est-à-dire que on doit te mettre sur la voie, on doit te donner des méthodologies, et après, quand tu maîtriseras bien ces méthodologies, à toi après d'aller hors sentier battu, d'aller essayer de découvrir des choses complémentaires. Mais au départ, tu dois les guider parce que quand tu vas monter ton agence Léo, tu vas pas te retrouver avec 10 Léo avec toi. Tu vas te Non, retrouver bah avec des non. Léo
qui a pas d'expérience, un peu, moyennement et beaucoup. Et ces gens-là, tu vas être obligé de les guider, tu vas pas pouvoir les former parce que quand tu veux devenir patron d'agence, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de choses à gérer qui vont être au-delà de former tes équipes. Et puis, il y a un truc aussi, tu vois, qui est terrible, c'est que quand tu réfléchis en tas, tu dis, bon, bah voilà, le portefeuille moyen par consultant, ça va être tant. Bon, bah, ça marche quand tu es 10. Mais quand tu arrives à 11, il va falloir créer du middle management. Sinon, tu passes ta vie à faire du management. Donc, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui fait pas de prod, mais qui va devoir aider les autres à mieux faire de la prod. Donc, est-ce que tu rajoutes plus de portefeuille à tes consultants? Est-ce que tu en mets un petit peu sur celui qui fait du management parce que indirectement, il aide le process? Donc, tu as toutes ces questions et ces sujets-là. Et en fait, moi, je mettais les mains dans le cambouis quand on était jusqu'à 10 personnes, j'étais consultant. À partir de 10, j'étais de moins en moins consultant et j'étais plus sur plein d'autres métiers qui font que l'agence vit, tu vois, la com, la relation client, les conflits, faire évoluer nos méthodologies, faire de la veille, etc., etc. Et donc, t'es happé aussi un peu par ce sujet, par ces multicasquettes que tu dois avoir. Et tu vois, aujourd'hui, aujourd'hui, on est un peu moins de 60. Et ben, je fais. Alors moi, je suis un consultant passionné, donc j'ai encore un petit portefeuille client. Je fais même de la régie pour te dire. Donc, 2 jours par semaine, je suis chez des clients carrément. Euh, mais, euh, mais en tout cas, une très grosse partie de mon temps maintenant est consacrée à de la veille, à de la com, à des méthodos, à tester des outils, à remonter sur certains dossiers de consultants qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin de poser aussi parfois une autorité, tu vois, parce que je saute du coq à l'âne, mais parfois quand un client te choisit, eh ben, il te choisit, pourtant tu arrives là-bas, tu te retrouves, il y a un SEO déjà en place, qui est plutôt bon, tu vois, mais qui te dit en fait à demi-mot, bah, en fait, mon patron a besoin d'un deuxième avis d'une agence, et je lui dis, bah ouais, mais en fait, tout ce que tu racontes, c'est vrai, tu as raison, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, mais ouais, mais peu importe, de toute façon, il fallait que toi aussi tu le dises, parce que sinon, on n'aurait pas pu enclencher les chantiers. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas d'école hein, pour monter une agence et la faire fleurir, la faire fonctionner. Il y a au départ parfois un super terreau, une plante incroyable qui va pousser, qui va forcément fleurir. Et puis il y a plein de situations qui font que ça peut être des énormes gadins qui font que la boîte peut aller très très mal. Je me rappelle, comme je te disais, mon pote là, bah, ils avaient tout pour réussir, tout. Simplement, ils pensaient être potes en vie privée, mais en vie pro, en fait, c'était une cata parce que il y avait un problème de répartition des tâches, etc. Et puis après, en fait, en grandissant, donc voilà, ça se passe mieux avec Synaudience. On arrive en 2008-2009, et là, on se dit, il faut qu'on développe la partie internationale. Soit on avait des consultants qui avaient des aspérités à aller vivre en Espagne, au UK, etc. Donc, soit ils partent là-bas, on les monte, on les aide à se monter, à créer la succursale Search for Site à l'étranger. Soit on rachète une agence, voilà, pas trop chère non plus, tu vas pas racheter forcément le leader du pays, mais tu rachètes une agence qui est en train de monter, qui est en train de progresser. Et donc là, on fait le tour d'horizon de toutes les agences européennes à proximité, UK, Espagne, Italie, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, tu vois. On étudie un peu les marchés. On voit à l'époque, en Espagne, en Italie, c'est encore un SEO euh, très ancien encore, un peu à pépère. En fait, ce qui est important, c'est de savoir si le marché croit à ce levier et est-ce qu'ils sont prêts à investir de l'argent. Toi, en Espagne, c'est pas simple. On a étudié un peu ce marché encore récemment. C'est pas simple de pouvoir s'y développer, s'y installer. En Italie, c'est même un peu plus développé, je trouve, et c'est un peu mieux. Au UK, on s'était dit que ça serait incroyable si on avait un pied là-bas. Écoute, en étudiant à l'époque les 10 agences qui faisaient un peu le marché là-bas, on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de business qui se fait avec un ou deux gros clients qui font presque 50% de chiffre d'affaires. On se dit, oula, c'est hyper casse-gueule. Et d'autres qui sont très axés content marketing et netlinking. Et là-dessus, on se dit, c'est pas notre force, on n'a pas envie d'y aller. Et puis, on trouve l'agence Picase en Allemagne, drivé par 2 fondateurs, un spécialiste du SIA et un spécialiste du SEO. On se dit, putain, génial, incroyable. Parce que c'est un truc que je t'ai pas dit aussi, mais pendant 10 ans, on fait très peu de SIA. Voilà. On s'y intéresse assez peu. C'est pas notre métier de cœur. On en fait un peu parce qu'on a des clients qui le demandent et on a des clients du groupe aussi qui en demandent. Tu vois, on fait un peu de SIA. Mais on s'y investit pas à mort et on trouve l'occasion effectivement de racheter cette boîte allemande qui en fait énormément. Ils sont 150, nous on est 50 à l'époque, ils sont 150 et ils gèrent Airbnb monde en SIA.
On se dit, putain, ça c'est une super agence, ça va le faire grave de les racheter. Et donc, on fait le deal avec eux. Et là, bah, tout à l'heure, il y avait une différence culturelle avec Nantes et Levallois. Alors là, entre Levallois et Berlin, c'est plus une culture différente, c'est un pays, c'est un peuple. Et donc là, je me Ah, les revois. process pour les Allemands, c'est quelque chose, hein. Voilà, c'est même pas ça. La réunion est un process, quoi. Je veux dire, elle commence à telle heure, elle finit à telle heure. Non, et puis il y avait ce côté aussi. Tu vois, quand on a racheté les Nantais, la première question que nous ont posé les Nantais, c'est est-ce qu'on va devoir déménager à Paris? Et non, mais calmez-vous, mais bien sûr que non. Rester à Nantes, c'est super d'avoir une base à Nantes. Et en plus, nous, on trouvait qu'il y avait certains consultants parisiens qui voulaient déménager à Nantes. Donc c'était hyper cool, tu vois. C'était un bon moyen de le garder et puis de le faire déménager à Nantes. Est-ce que la première question des Allemands, c'est quand est-ce que vous déménagez chez nous? Non, mais c'était plutôt, nous, on arrive et on leur dit, bah, faisons un partage de connaissances, expliquez-nous ce que vous faites, etc. Eux, en gros, c'était, on fait mieux que vous. Ok. Mais du coup, comment vous faites mieux que nous? Montrez-nous. Oui, mais c'est toute une série de process. On va vous le montrer au fur et à mesure. En gros, au départ, ils nous ont perçus comme un peu bah, les Français, un peu hautains, qui voulaient leur apprendre des choses, qui voulaient leur montrer la méthodologie. Et au départ, ça a été assez froid, c'était assez compliqué. Et de toute façon, quand on a racheté l'Allemagne, cette agence allemande, ils avaient encore la majorité des parts, ils étaient encore indépendants, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Tu vois. Mais nous, on s'était dit, bon, bah, on va réunir nos deux forces. Et puis en plus, sur toute la partie paid, le SEO n'était pas bon, donc on était hyper curieux de savoir comment ils avaient réussi pour gagner Airbnb, qu'est-ce qu'ils avaient comme process, etc. Et ça a été assez compliqué la première année, jusqu'à un jour, on a été les voir et on leur a proposé une journée où on leur présente toutes nos méthodologies, tous nos outils internes. Et là, ils ont été, en fin de compte, assez étonnés. Même si au départ, ils disaient, ah oui, ils disaient pas grand-chose. Ils nous regardaient un peu d'un œil. Ah oui, d'accord. Ah, c'est intéressant, etc. Et en fait, le soir, on était boire une bière. Et là, libération, quoi. Ils nous ont expliqué que c'était super. Ils avaient trop envie de voir les outils, comment ça fonctionne. Nous, on leur a dit, mais nous aussi, on était dans cette attention-là de partage de connaissances, etc. Et puis, voilà, ça a commencé un peu ce début de relation où on n'était pas en train de se regarder un peu en ayant peur que potentiellement, je sais pas, on leur vole leur technologie. Enfin, ça y est, on appartenait au même groupe, il n'y avait plus de sujet à ce niveau-là, quoi. Alors j'ai une grosse question. Ça fait déjà 47 minutes qu'on est là. On a déjà perdu les enfants, donc on est entre adultes. Maintenant, on peut en profiter. C'est sur la question de l'aspect financier de tous ces rachats. Parce que tu es dans un groupe. Déjà, c'est un move. Là, on sent que ça va rentrer. Le CFO, il arrive et il fait des moves intéressants. Comment ça se passe d'un point de vue financier pour le rachat de Synaudience? Parce qu'au final, vous êtes une petite équipe. Est-ce que, alors, à voir, tu me dis ce que tu peux pas dire ou quoi que ce soit, hein, mais je te pose les questions directement. Est-ce que toi, tu fais partie du rachat? Est-ce que tu te fais, ou est-ce que tu fais, grosso modo, tes parts, elles sont diluées dans la globalité? Est-ce qu'on est en mode LBO depuis le groupe ou est-ce qu'ils font ça avec du cash sur lequel ils sont? Et pareil, quand tu fais rachat, le gros rachat du coup en Allemagne, c'est quoi c'est un objectif d'étendre, je suppose, la partie digitale du groupe au niveau global. Et du coup, c'est un peu, c'est peut-être, enfin, c'est rachat depuis le groupe, mais au final, est-ce que c'est pas plus, enfin, ça fait un peu fusion-acquisition entre les deux parties digitales qui récupèrent, je suppose. Et là, pareil, toi, comment est-ce que tu te retrouves financièrement dans cette histoire? Est-ce que, pareil, on repart sur dilution des parts, ou est-ce que tu avais moyen de participer à tous ces rachats un peu, etc. Comment ça se passe d'un point de vue structure financière, quoi, c'est ça? Alors, c'est une bonne question. Mais c'est la première fois qu'on me la pose, donc c'est une exclue sur ta chaîne. Non, mais il n'y a pas spécialement de secret. De toute façon, c'est un peu la vie d'une entreprise. C'est comme ça que ça se passe. C'est que nous, au départ, du coup, quand on monte Search 4 Site, on a nos parts de Search 4 Site. Et puis, en fait, au bout de 2-3 ans, le groupe fait un LBO et il nous propose de remonter dans la holding du groupe. Donc ça y est, on est déjà remonté dans la holding du groupe. Et quand après on rachète Synaudience et quand on rachète Pcase, c'est le groupe qui les rachète. Et donc moi, je suis, comme tu dis, dilué, mais en même temps, je suis actionnaire d'un paquet qui est plus gros. Ouais. Donc T'es je déjà peux chez avoir Heroic, c'est plus 100% dans Ouais. la petite agence, Alors quoi. 100% de quelque chose qui vaut 0, c'est moins intéressant que 2% de quelque chose qui vaut beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça que je suis remonté assez vite en fait mais qui est un vrai pari, hein, parce que quand tu commences à cartonner avec ton agence et que tu te dis que d'ici 5 ans, elle va faire x10 ou x20 et on te propose de monter dans un groupe qui lui aussi se portait bien mais n'avait pas une courbe de croissance à 3 chiffres, tu vois. Donc là, tu te poses la question. Et en fait, je crois que c'est aussi important de se dire que
quand tu remontes dans une holding, tu participes à la croissance de l'intégrité du groupe. Et dans un futur rachat, quelle est la plus forte probabilité d'être racheté par appartement? C'est-à-dire que quelqu'un veut te racheter, mais que la partie sur Chancel, est-ce que quelqu'un veut racheter l'entièreté du groupe? Cette question, moi j'ai plutôt parié sur le fait que c'était le groupe dans son ensemble qui allait être racheté plutôt que l'agence en tant que telle. Ouais, bah Et souvent, donc, tu as des plus de CA, plus de multiples, etc. C'est quand même des trucs plus intéressants au niveau groupe. ouais, C'est cool. tout à fait. Voilà, je sais pas si j'ai répondu Ok, à bah tout. écoute, ouais, top, merci, ça répond à ma question, c'est cool. Et Merci pour la après, non, transparence. mais ce que je peux rajouter aussi, c'est Vas-y. comment on fait pour acheter aussi une agence. Souvent, ce qu'on regarde quand même, c'est les bits de l'agence, et on propose après un coefficient multiplicateur. Voilà. Si ton EBIT c'est 500 000 euros, on dit qu'on va te racheter à x5, x6, x7, x8, x10, etc. Tout fonction de la dynamique aussi de cette agence-là et de ce que peut aussi accepter en face le fondateur de l'autre agence. C'est quoi les multiples alors qu'il est sur les EBIT d'agence SEO? C'est des gros multiples, non, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, je pensais que c'était plus petit multiple que ça. Et récemment, j'ai vu les interviews d'Andrea où enfin, après lui, c'est particulier parce que Eskimo, c'est plus gros. Mais j'ai l'impression que c'est quand même des gros EBITDA à chaque fois, hein. Ouais. Enfin, des gros multiples. Oh, ah ouais, des gros multiples. Ouais, ouais, écoute, ça va de 8 à 16. 16, Ouais. je l'ai en tête parce que je connais une agence qui s'est fait racheter en LBO à 16. Mais après, si tu veux, il y a une différence ici qui est importante, c'est est-ce que tu es dans un LBO? C'est-à-dire qu'un financier va te valoriser un certain montant pour injecter et acheter tes parts. Donc là, souvent, les coefs sont plus élevés que quand c'est un industriel. Un industriel, Ok. lui, va te racheter un peu moins cher, mais peut te garantir aussi une porte de sortie à 1, 2 ou 3 ans, toi, en fonction de earn-out qui est négocié. Alors qu'un LBO, souvent, tu re-signes pour un nouveau projet de 4-5 ans. Ouais. Donc ça Ouais, dépend le temps aussi de dans relancer. quelle perspective tu es personnellement. Ok, ok, Mais, c'est intéressant. et ce coefficient va aussi beaucoup se faire sur, ok, tu es une agence SEO, tu proposes du conseil, mais est-ce que tu as un pied à l'international? Est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu as des outils SaaS publics? Est-ce que tu as des ambassadeurs? Est-ce que tu as voilà, est-ce que tu as d'autres leviers que le SEO? Est-ce qu'il y a du SIA? Est-ce qu'il y a de l'emailing, etc., etc. Donc, tout ça fait que ça fait un et puis la perspective que tu peux présenter, toi. Tu peux dire, moi, je vais à la conquête de l'Asie. Mon business plan à 3 ans, c'est de faire x2, x3 le chiffre d'affaires ou les bits. Voilà, si tu vends cette promesse-là et que les investisseurs sont convaincus, parce qu'ils voient que tu commences à être bien implémenté et que ça commence à fonctionner, ils peuvent te parier et te dire, moi, je te rachète x15 sur ton EBIT, quoi. Ouais, c'est raconter une belle histoire, quoi, en général, d'avoir un beau multiple, quoi. Et c'est ok, c'est assez stylé. Putain, Alors, x8, x15, ça fait. l'histoire ne suffit pas, hein. Souvent, Ah ouais, ouais, je dis une belle histoire, mais avoir un beau business plan surtout. non, mais un beau business plan et puis de prouver aussi que les 3 dernières années, c'est ce que tu as fait, tu as respecté ton business plan. Euh, Montrer aussi que comment tu vas réaliser ton futur business plan. Ok, tu prédis que tu vas faire x2, mais aujourd'hui, je le vois pas, quoi. Aujourd'hui, pourquoi t'as pas fait x2 les 2 dernières années? Pourquoi tu prévois de le faire les 2 prochaines? Parce que quand tu veux te faire racheter, tu vas dire que tu vas faire x15. Ah, d'accord, mais il faut le prouver, quoi. Comment tu fais x15? Qu'est-ce qui va faire que tu vas réussir? Donc, ça peut pas être que de l'esbrouf. Tu es quand même obligé d'un peu d'asseoir un peu ton argumentaire. Ouais, bah, j'imagine. Mais c'est Euh, un Vas-y. exercice incroyable. Un exercice incroyable parce que quelque part, tu passes toi ta journée à vendre tes compétences et demain tu dois vendre ton agence, l'ADN, ton chiffre d'affaires, est-ce que tu peux réaliser dans le futur. C'est trop marrant parce que je parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un qui était en train de vendre son SaaS justement. Et tu sais, il avait fait sa valo et tout, il avait fait ses calculs et il était là, ouais, je suppose que ça vaut tant. Et il y a un bon financier justement qui arrive qui lui dit, non mais attends mec, là tu t'es sous-estimé à mort. On va raconter une meilleure histoire que ça, tu vois. C'est genre, c'est pas le gars qui voulait le racheter, hein, pour le coup c'était un ami qui lui dit, en gros, là l'histoire que tu racontes, elle est pas assez belle, tu vois. Tu te bases sur tes performances des 3 derniers mois. Tu vois, ta croissance, elle est à 10% tous les mois. Prépare-toi sur le prédict des 3 mois prochains, ça sera plus beau à montrer comme chiffre, etc. Là, tu as du recurring, on va multiplier ça comme ça, etc. Et en fait, avec ce que j'appelle la belle histoire, c'est tes datas du présent, du passé, du présent, et en gros ce que tu peux prédire dans le futur. Vis-à-vis de ça, tu racontes un truc qui te fait voir Ouais. que ça va grossir et que c'est beau, quoi. Ta base de mail, tes abonnés sur tes comptes, sur la page profil du SaaS, voilà, le revenu, le recurring que tu peux avoir. Est-ce que les gens prennent 3 mois et se barrent ou est-ce qu'ils restent en permanence? Il y a plein de choses qui peuvent définir effectivement ta valo, quoi.
Ouais, c'est ça, quoi. Alors, je vais te poser d'autres questions sur la partie association, non pas parce que je pense que c'est vraiment la partie la plus importante, mais en fait, c'est exactement dans une situation dans laquelle je suis un petit peu, pour être transparent. Je pourrais pas dire dans quelle situation, mais grosso modo, je suis en train de discuter avec quelqu'un pour qu'il prenne une partie des parts de ma société entre guillemets, qui est encore une société de consulting entre grands guillemets, mais qui va migrer vers quelque chose de plus gros, dans le but qu'il apporte exactement les choses que tu as mentionnées, c'est-à-dire du backing financier avec des beaux chiffres, de la compétence, des services centralisés, tu vois, donc en général finance, RH et tout et compagnie. Et du coup, voilà, je me demande un peu, toi, après toute cette expérience, je suppose que tu regrettes pas, parce que sinon tu aurais sûrement déjà pas claqué la porte, mais revendu pour refonder en solo. Et pour toi, c'est quoi un peu les points de vigilance vis-à-vis de cette association, vraiment les pros and cons, comment est-ce que je devrais regarder ce deal pour me demander si c'est vraiment le deal que j'ai envie de prendre? Je t'ai pas écouté, mais qu'est-ce qu'il apporterait? De la compétence, de l'ancienneté, tu vois, et les services centraux, évidemment, et attends, je réfléchis, et le backing financier, etc., quoi. En gros, toutes les parties intéressantes que tu as apportées, à mon avis, aussi HeroX, plus ou moins dans le même schéma, quoi. Et est-ce qu'il apportera aussi des sous? Pas des sous directement, et du portefeuille client aussi. Ah, et du portefeuille client quand même. Ouais, ouais, bah tu sais, comme Heroic se retrouve avec beaucoup de clients qui cherchent à faire de la pub, forcément ils peuvent Ouais, te vendre, tu sais, facilement tu peux signer 10 ou ok. 20% de leur portefeuille client, donc c'est pas mal, quoi, en termes de boosting. Bah écoute, ce qui est important à mon avis, de voir, c'est combien tu vaux maintenant et dans les années futures pour être déjà capable d'estimer quelle est la part que tu vas pouvoir lui donner en action, en stock, je ne sais quoi. Qu'est-ce que lui va pouvoir apporter à ta structure et comment ça peut être valorisé par rapport à ce que tu fais. C'est-à-dire que avec lui ou sans lui, c'est quoi le delta à 3 ans de ton business plan? Donc ça, c'est la partie un peu chiffrée, la partie un peu quantitative. L'autre sujet qui est quand même hyper important, quand même, c'est le fit. Parce que le fit, toi, moi, par exemple, je prends l'exemple avec Philippe Pionnet, on n'était pas potes, tu vois, avant de monter l'assaut. Par contre, on était complémentaires sur plein de sujets. Et on s'entendait aussi sur beaucoup d'autres, tu vois. On avait la même vision de ce qu'on voulait faire comme agence à 5 ans. On savait exactement qu'on voulait faire une agence dédiée au conseil, orientée, alors orientée résultat, c'est beau de le dire, mais en fait, nous, quand nos consultants nous rejoignent, ils sont toujours un peu étonnés parce que tu vois, on leur dit pas nos clients viennent acheter des audits. On leur dit pas ça. On leur dit nos clients viennent chercher du résultat. Donc en fait, toi, au départ, tu as un commercial qui vend un audit, 2 audits, 3 audits et du temps d'accompagnement. Toi, après, quand tu prends le devis, ce que tu dois faire, c'est l'adapter par rapport à ton client et au contexte. Alors le commercial est censé l'avoir fait, mais si ça se trouve, tu vas détecter que le client, il a besoin, c'est pas d'un audit, il a besoin que tu fasses des tickets Jira et que tu ailles les implémenter dans Jira et que tu ailles les suivre et que tu challenges les équipes techniques pour les implémenter. Eh ben, s'il faut que tu te déplaces chez le client, s'il faut que tu fasses de la régie chez le client, vas-y. Parce que nous, au final, on va être jugé sur le résultat, on va pas être jugé sur la livraison d'audit, toi. Ça, c'est la blague qu'on se fait tous, mais en fait, c'est faux. Ce qu'il faut, c'est avant tout que le client se dise, bon, j'ai soit du résultat, soit j'ai vu que vous avez cherché à tenter tout ce qui était possible, imaginable. C'est chez moi le blocage. C'est mes équipes, elles ont pas le temps, il faut que je donne plus de bande passante, etc. Et donc, c'est hyper important, en tout cas, pour moi, à mon avis, de trouver un associé qui va être capable de, ok, compléter tes compétences que tu n'as pas, ça c'est stylé. Et en même temps, qu'est-ce que vous allez partager au quotidien si quelque part vous n'avez pas la même passion, toi? Est-ce que tu es à l'aise à vivre une association de ce type-là? Moi, avec Philippe, on a la même passion, donc c'était simple, hein, les déjeuners, on savait de quoi on allait parler pendant le déj. Et à côté de cela, c'est qu'est-ce qui va t'apporter avec ou sans lui, comment tu évolues, quoi. Est-ce que tu évolues pour que la boîte elle fasse x3 ou x10 très rapidement parce que justement il a des contacts chez des clients hyper importants, il va m'aider à faire tous mes premiers recrutements et je vais lui dédier ça et ça va être hyper cool. Mais est-ce que ça pourrait pas être sous-traité par une agence, toi? Enfin, quelle est la valeur que ça apporte, toi? Quelle est la valeur qu'il apporte en plus que si toi tu le faisais sous-traiter par une agence spécialisée, toi? C'est ça que ça vaut. Ok, ok, intéressant. Bah écoute, ça me donne un peu de grain à moudre, un peu de réflexion à avoir de mon côté. Ça alimente ma réflexion continue. Ouais. De toute façon, c'est une décision que tu auras personnelle et qui est pas évidente à Ah prendre et c'est un ouais, pari. ah je le sais, c'est horrible. C'est un pari. C'est un Mais choix. après, Mais c'est tu as un pacte d'associés aussi qui est là pour expliquer voilà, ce qu'on doit faire chacun des associés,
comment ils pourront partir s'ils veulent partir, qu'est-ce qu'ils récupèrent ou qu'ils récupèrent pas. Donc c'est ça aussi, ça va te permettre aussi de blinder tout ça, mais il faut que tu sentes le mec avoir envie de s'investir autant que toi sur la même durée que toi. Parce que si c'est pour s'associer 2 ans et puis tout casser, tout arrêter, c'est con, quoi. Une association, c'est un investissement sur la durée, a priori, quoi. Avec la même vision. À 5 ans, est-ce qu'on se fait racheter? Est-ce qu'on ouvre des boîtes dans d'autres pays? Enfin, c'est quoi la vision à 5 ans? Est-ce que tu la partages? Et parfois, c'est difficile de lui demander c'est quoi sa vision, parce qu'il va vouloir faire un peu effet miroir avec toi en disant, bah, pareil que toi. Moi aussi, je veux me développer international, je veux développer d'autres leviers, etc. Oui, mais c'est important toi, quand je me suis associé avec Philippe, on a dû aller passer presque une dizaine de soirées à discuter du business plan, à discuter de tout ça, et c'est en discutant avec lui que j'ai compris que c'était la bonne personne, qu'on allait s'entendre sur tel sujet, qu'on n'allait pas s'entendre sur d'autres sujets, et c'est pas grave parce que quelque part, lui, il avait des sujets qu'il appréciait, que moi je détestais, et vice versa, toi. Donc cette complémentarité, elle était rassurante. Ouais, c'est cool de voir cette complémentarité, plus en fait une vision globale qui est quand même plutôt la même, donc c'est vraiment un bon point. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, vous étiez vraiment spécialisé conseil du coup, parce qu'il y a un gros sujet dans les agences SEO globalement qui est qu'est-ce que tu vends, hein, un peu, enfin qui est pas un gros sujet mais qui est un sujet quand même, et qui est est-ce que tu vends grosso modo du conseil, qui en général va être plutôt relié vis-à-vis de préparer des briefs pour du contenu ou alors gérer tes liens ou alors vendre de la technique. Et grosso modo, le conseil en général, ça revient surtout sur de la technique. Est-ce que tu vends du netlinking? Est-ce que tu vends du contenu? Est-ce que tu vends les trois? Et comment est-ce que tu le vends? Du coup, vous, qu'est-ce que vous avez fait comme choix? Et qu'est-ce que vous avez comme modèle à l'heure qu'il est? Si un client il arrive, il veut un accompagnement global, qu'est-ce que vous lui vendez, quoi? On a combien de temps encore, Léo? Moi, franchement, je suis à la cool, hein, tu sais, maintenant, j'ai Pareil. tout mon week-end. Là, on peut faire 48 heures. Hein. C'est ça. Bon, parce que ta question en pose plusieurs autres à l'intérieur, donc ça va pas être simple de répondre, mais euh, écoute, alors ce que je voulais placer quand même dans cette interview, dans cette vidéo, c'est déjà quand on a racheté Picase, c'est nous qui avons racheté Picase et c'est nous qui avons décidé de prendre leur nom parce que on avait envie d'avoir ce rayonnement international que avait, tu vois. Bosser avec Airbnb, gagner énormément de prix chaque année aussi au niveau européen, de meilleures agences SEO, meilleures agences paid, etc. Donc, ils ont une vraie reconnaissance, en tout cas européenne, à ce niveau-là. Et donc, effectivement, ça a été difficile ce choix-là, de changer de nom. Parce que déjà, il y a un attachement affectif à un nom d'une boîte que tu as créé et que tu as tenu pendant 10 ans, c'est hyper dur. Alors, ensuite, le marché est aussi très étonné et forcément pense qu'on s'est fait racheter alors que pas du tout. C'est nous qui avons racheté, qui avons fait le choix. C'est assez rare que celui qui achète change de nom pour prendre celui qui l'a acheté. Mais voilà, et quelque part, Picase n'était pas du tout connu en France. Et aujourd'hui, on continue à ramer après 3 années, à devoir remonter, à regagner la même popularité qu'on avait auparavant avec Search Console. Donc c'est un sujet pas simple, mais on a aussi d'autres intérêts qui nous intéressent à ce moment. Après, alors aujourd'hui, nous on est vraiment sur du conseil et quelque part on est sur un. Tu vois, je trouve que dans le SEO, il y a quand même deux grands métiers du SEO. Il y a tous les métiers des SEO, je trouve, freelance, qui sont vraiment dans le faire, dans la réalisation, et dans lequel je pense qu'un freelance va être capable de faire du conseil, mais aussi de faire beaucoup pour le client. Je te fais ta campagne de netlinking, je te fais les optimisations de tes balises, je t'optimise ton site, ton CMS, j'installe les modules, la configure, etc. Nous, excuse-moi, j'ai encore. Vas-y, éternue. Tu couperas? Oh, même Non, plus besoin, après 1 heure, c'est bon. Les gens qui sont ici, ils sont motivés à rester, donc c'est bon, ça déroule, demain, t'inquiète. c'est plus intéressant là. Non, mais voilà. Et nous, en fait, on est dans un métier où on va vraiment être sur du conseil, comme le feraient presque les grandes agences du conseil qu'on connaît un peu tous, Ernst Young, etc., EY. Mais on va être là on a des clients, ils ont déjà les équipes techniques, le marketing, des rédacteurs, tous les gens de la RP, de la notoriété, etc. Nous, on va être là surtout pour les accompagner dans la stratégie de déploiement de la strate SEO ou dans l'accompagnement de la mise en place des tickets techniques ou dans la mise en place d'optimisation sémantique sur le site. Et donc en général, on est vraiment sur un métier où j'avais l'habitude de le dire et de le mettre en bannière sur mon profil LinkedIn, je mettais notre métier c'est 20% d'expertise et 80% d'humain.
Parce qu'une fois que tu as fait la plus belle des recos, si elle n'est pas implémentée, ta reco, elle sert à rien. Donc, résultat, nous, on est capable de rédiger et de produire des recommandations, très bien. Mais surtout, notre métier, ça va être d'accompagner les équipes. Ça va partir des COMEX chez le client pour prioriser les sujets, pour devoir aussi, et ça c'est maintenant monnaie courante, de devoir prioriser en mettant un ROI en face de chaque reco. Va mettre un ROI sur le nettoyage de pages orphelines. Bah voilà, là t'es paumé. Sauf que tu leur expliques que quand vous faites une fondation, une maison, vous faites bien les fondations, vous ne les voyez jamais. Pourtant, elles sauvent votre maison pour pas qu'elle s'écroule. Le SEO, c'est pareil. Les pages orphelines, les pages zombies, etc. Il faut que ça soit nettoyé pour que ça soit vos recos d'après, les murs de votre maison puissent être mieux soutenus et propulser votre site là où on veut aller. Et donc, notre métier, il y a beaucoup de gestion de projet, de gestion des équipes. Et un bon SEO chez nous, c'est pas seulement un SEO qui fait ses audits, c'est un SEO qui sait parler, qui sait dire ce qu'il faut faire au client, qui sait dire non aussi à un client quand un client essaye de lui demander de faire telle chose. Toi, moi aujourd'hui, la communication qui est faite sur le SEO en France, c'est principalement sur comment je génère des milliers de contenus avec l'IA pour ranker premier sur tous les mots-clés, comment je fais pour faire du cloaking, comment je fais pour tromper ChatGPT, etc. Mais sauf que moi, je peux pas prendre le risque avec mes clients de faire des trucs du black hat, toi. À la Suisse, hein, ça rend malade. Attraper le rhume là. Donc vraiment, aujourd'hui, on a deux types de missions qu'on propose à nos clients. Soit ils veulent un accompagnement parce que souvent, quand même, nos clients ont déjà des SEO en interne, une certaine seniorité, une certaine maturité, et ils veulent soit qu'on challenge leur roadmap, soit qu'on fasse un audit avec un œil extérieur pour voir s'ils sont pas passés à côté de certaines choses. Donc ça, c'est tout le premier périmètre. Et donc souvent, ça fait appel chez nous à des consultants seniors parce que le BABA est déjà implémenté. Il faut qu'on trouve la petite pépite et la petite action qui va faire que le site va changer tout de suite de croissance et progresser. Soit c'est parce qu'ils se sont pris un plomb par une dernière update et on doit les aider aussi à trouver pourquoi. Et à côté de cela, on a plutôt des annonceurs qui ont soit pas de SEO, ce qui est de plus en plus rare, soit un SEO qui est plutôt un chef d'orchestre parce qu'il a une agence pour du content, une agence pour le SEO, une agence, et donc du coup, il n'est pas dans l'expertise et dans la veille perpétuelle. Là, on va leur proposer soit un accompagnement à distance, par mail, par échange ou par réunion de temps en temps en physique, soit on va jusqu'à de la régie. Aujourd'hui, nous, on a 15 consultants en régie. On les voit au bureau 1 à 2 fois par semaine. Le reste du temps, ils sont chez les clients à implémenter, à tenir la main des développeurs, à participer aux réunions en interne pour expliquer pourquoi il faut implémenter ça et pourquoi ça va mettre du temps et pourquoi la créa que vous faites, ça va être anti-SEO parce que c'est beaucoup trop lourd, c'est une image, c'est une vidéo, etc., etc. Donc, ils sont implantés directement au sein des annonceurs. Et c'est pour moi le meilleur format pour un annonceur, c'est d'avoir directement un expert de chez nous qui est chez eux à pouvoir faire le travail et à pouvoir défendre les sujets. Il arrive en tant que prestataire, il a été acheté, il a été payé par la boîte, donc quelque part aussi il a du poids et on l'a appelé spécifiquement pour un certain nombre de problèmes bien spécifiques, donc il est plus écouté, ça va plus vite. Mais bon, après, un consultant temps plein ou à mi-temps, ça a aussi un certain coût et tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais nous, on a des organisations, on a des clients qui ont jusqu'à 3 consultants chez eux implantés. Et donc, c'est l'agence au cœur, toi, de l'annonceur, quoi. Là, je vais poser la question qui va expliquer pourquoi est-ce que tu tousses depuis tout à l'heure. C'est quoi le ticket minimum chez PK? C'est quoi le ticket moyen? Ça va être parce que là, ça va, à mon avis, il y a de quoi tousser. Non, j'abuse. En vrai, c'est parce que vous vendez à des experts, ça se voit. Vous vendez pas du contenu et des backlinks, vous vendez de l'expertise et de la technicité. C'est sur quoi vous êtes basé à la base. Vous avez des bêtes de seniors à chaque fois, donc normal que ça Après, coûte cher, je pense. ouais, Mais vas-y, je suis chaud de savoir ça parce que là, ça va. J'adore quoi. Comme ça, j'aurai un chiffre à mettre sur ma miniature en plus. tu veux pas faire un link magnet pour proposer la seconde vidéo en privé à ceux qui likeront et commenteront ton post LinkedIn. Non, non. Tu sais, après, le prix, ça veut rien dire. On peut avoir des très gros annonceurs qui vont nous prendre une prestation de 15 000, mais parce qu'en fait, ils sont déjà 15 en SEO là-bas et qui veulent juste vraiment une étude très spécifique. Mais je vais te dire que notre ticket moyen, il est autour de 30 000 euros à l'année. Voilà. Et le ticket de base, c'est sûr qu'il est rarement en dessous de 10 000. Ouais.
Ouais, normal. Et vous vendez de l'annuel du coup, vous aussi. Putain, c'est un truc de ouf quoi. À chaque fois que je pose la question à tout le monde vend de l'annuel, hein. Mais est-ce que c'est pas chaud de vendre de l'annuel quoi? J'ai l'impression que c'est toujours un peu bizarre. Enfin, c'est normal de vendre de l'annuel parce qu'en fait, t'as un renouvellement de prestations. Enfin, genre ta presta, t'es obligé elle dure un an. Enfin, tu peux pas avoir de résultat SEO sans que si tu signes pas un an. Grosso modo, hein, on fait des raccourcis. Mais je me dis, purée, un client qui arrive, tu lui demandes, du coup, tu le fais payer en one shot ou tu le mensualises? Est-ce que tu le contractualises sur l'année? Comment est-ce que ça se passe pour cette partie-là? Moi, je me demande trop cette question-là. Je la pose à tout le Non, mais monde. Tout t'as le monde raison, a t'as des raison. réponses différentes. J'adore. Mais franchement, en plus, bon, franchement, on a un peu tout essayé. Au tout début, tu vois, on cherchait un peu notre modèle et on a tout essayé. On s'est même retrouvé avec un client au début qui était déjà maqué une agence et qui était payé qu'à la performance. C'est-à-dire Ah qu'en fait, ouais. Vous avez fait du paiement à la on perf. prenait pas J'adore d'argent tant ça. qu'on n'avait pas de performance, tu vois. Sauf J'adore que le ça. jour où ça performe, là, il se prenait des échéances de 10 000 euros par mois. Et sauf que le contrat, il était signé pour un an. Donc, il devait se retrouver à payer 80 000 euros. Donc, du coup, c'est parti en conflit. Parce que le mec, il a dit, les 3 premiers mois, j'ai rien payé. Bah oui, bah c'est normal. On devait auditer, te donner les recos et les implémenter. Et après 3 mois, bah ça a marché. Bah du coup, fallait payer 10 000 euros par mois. Donc là, le mec, c'est parti en avocat, tu vois, parce que il s'est dit, vous êtes gentil, mais bon, il dit, ouais, mais il y a un contrat, c'est comme ça qu'il fonctionne. T'es en Alors, train depuis des d'encaisser, mon années, gars, ouais. surtout depuis des années, t'avais pas de résultat. C'est pour ça que tu payais pas cher, tu vois. Donc, toi, à la performance, ouah, c'est hyper casse-gueule. Tu peux imaginer une partie fixe et variable à la performance. Ça, c'est ce qu'on fait régulièrement, tu vois. On rembourse même si on descend et on baisse en Ouais. trafic, toi. Tu vois. Oh, Il y pas a des clients qui veulent mal. aller jusqu'à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, en annuel, ou alors au pire, ça peut être semestriel. Mais nous, ce qu'on explique tout simplement, c'est que au début, on commence à travailler avec vous. Et au début, bah, il y a un temps de réflexion, un temps de maturation de la reco, d'implémentation de votre côté. Bah, bien sûr que au début, vous n'aurez pas de résultat. Et si vous arrêtez au bout de 3 mois, bah, en fait, on aura fait tout le travail d'analyse et de présentation des recos pour pouvoir après être payé. Sauf que ce qui est hyper important, c'est que parfois on vous fait une reco, parfois elle n'est pas comprise ou implémentée de la bonne manière. Donc on est quand même obligé de vous suivre au moins les 6 à 8 premiers mois pour être sûr que ça va être bien implémenté, voir si c'est pas mal implémenté, voir si aussi euh, vous n'allez pas faire une erreur, etc. Et en fait, peut-être aussi que nous, vis-à-vis du profil de client qu'on a, le mensuel est rarement demandé. On peut nous demander une facturation mensuelle, mais très souvent, les annonceurs ont un budget à l'année, ils veulent prendre une agence à l'année, et chez eux, en plus, le process de prendre une agence, c'est souvent compliqué, il y a un AO, il y a une compétition avec plusieurs agences, il y a même, on a des annonceurs qui signent avec nous pendant 2 ou 3 ans, c'est un AO pour 3 ans, avec nous pendant 3 ans. Certains vont peut-être potentiellement demander une porte de sortie à 6 mois, tu vois, mais en général, à 6 mois, tu commences à avoir les premiers résultats, donc c'est pas logique pour eux, tu vois, de sortir. Je pense que peut-être que les indés ou les petites agences sont confrontés à des clients qui veulent du mensuel parce qu'ils réfléchissent comme du SIA, tu vois. Bon, bah, je mets 2000 balles par mois en SIA, je vais mettre 2000 balles en SEO aussi, tu vois, et en mensuel. Et puis j'arrête quand ça marche plus ou quand j'ai plus d'argent, tu vois. Et nous, on est sur des gens qui ont des stratégies sur au moins une année, une certaine assise financière. Puis très honnêtement, le budget SEO, chez eux, c'est souvent le plus petit des budgets, hein. Ils balancent des millions en SIA, en affiliation, en emailing, etc. Nous, on arrive avec des budgets à 50, 100, enfin ça, c'est pas lourd, toi. Ouais. Je pense que, ouais, en effet, il y a une question de les clients qu'on a en tant que petits, ils ont moins de budget aussi, hein, tu sais, en fait, si tu leur demandes de payer 6 mois de prestat d'un coup, ils peuvent pas en général parce qu'ils ont pas l'argent sur eux, quoi. Mais du coup, ouais, ce qui est intéressant, c'est cette question de porte de sortie. C'est un truc que je suis en train d'essayer de réfléchir parce que j'ai vu ça dans une propale quelque part. Et c'était un peu genre en mode symboliquement, on signe ensemble pour un an, tu vois. Mais vous avez une porte de sortie à 3 mois, comme ça, si ça vous convient pas en termes de prestations, bah voilà, on peut s'arrêter à 3 mois, c'est ok. Mais sinon, voilà, on part sur un concept à un an, quoi. Ouais, mais enfin, c'est couillu d'y aller. Est-ce que c'est pas la position aussi d'un challenger qui veut essayer de pénétrer le marché et d'avoir de plus en plus de clients? Parce que la réalité, c'est que au début de la mission, c'est là où tu donnes quand même beaucoup de ta personne. Tu vas auditer, tu vas livrer des documents, tu vas rédiger. Donc, tu passes beaucoup de temps. Et les 6 mois restants, c'est une période où tu vas plutôt contrôler, assister à des réunions pour aider à faire comprendre et à implémenter la reco. Donc, tu passes beaucoup moins de temps et c'est complètement transparent. Sauf qu'en fait, le gros du sujet, c'était au début. Si le client il arrête au bout de 3 mois, en fait, il repart avec tout ce qu'il faut. Alors très bien, il peut repartir avec tout ce qu'il faut et ça peut fonctionner, mais ça peut aussi ne pas du tout fonctionner. Parce que, encore une fois,
Tu peux faire la plus belle des recos, si elle n'est pas implémentée, il n'y a pas de résultat. Et nous, souvent, on n'a pas des difficultés, d'implémentation d'un point de vue technique, mais on a plutôt besoin de faire de la pédagogie. On a besoin de défendre les sujets auprès des directions. On a besoin de montrer que, ok, vous mettez toujours 100 000 balles par mois en SIA, ça rapporte tant. Mais nous, en SEO, si vous mettez en place ces recos, ça va vous rapporter des dizaines de ventes sur la durée. Et donc, c'est pas seulement mois au mois qu'il faut regarder, c'est vraiment sur la durée. Mais bon, c'est un vaste débat et je trouve que, alors, franchement, c'est pas pour être péjoratif, je trouve que les annonceurs qui ont peur, c'est que malheureusement certaines agences SEO les ont un peu trompés ou en tout cas ont un peu abusé d'eux. Et d'autre part, je trouve aussi que c'est des annonceurs qui manquent un peu de maturité. Parce que si tu connais le SEO, tu sais très bien que tout se passe pas en 3 mois. Tu sais très bien que nous, on peut livrer tout en 3 mois, mais que derrière, ça sera pas implémenté en 3 mois. Surtout dans les organisations dans lesquelles nous, on rayonne avec des annonceurs où un changement de title, ça passe en Comex, quoi, tu vois, parce que c'est la homepage et qu'on peut pas faire n'importe quoi. C'est pas la même histoire et c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas tout à fait le même métier entre les SEO qui sont plus les mains dans le cambouis en opérationnel avec des PME et des petites sociétés qu'avec les gros annonceurs. Est-ce que il n'y a pas un bon ou un mauvais chasseur, tu vois? Mais c'est juste que nous, par exemple, quand C'est on deux recrute gigas un différents. consultant, mais nous, quand on recrute un consultant, bah, c'est certain qu'il doit avoir une certaine personnalité. Voilà. Il doit être capable de s'exprimer, de raconter, en tout cas, sa reco, la défendre. Et dans nos entretiens d'embauche, eh ben, on a, premier entretien, voilà, il voit 2-3 personnes pour comprendre sa personnalité, qui il est, etc. Deuxième entretien, présente-nous un audit. Voilà, direct, tu présentes un audit. On te donne un site à nous où on connaît les problèmes, où tu fais un site que tu veux. Et derrière, tu viens et nous, on se fait passer pour des clients. Et il doit présenter son audit, défendre ses recos. Parce que c'est hyper important. Si tu n'as pas quelqu'un qui est capable de le faire, c'est la moitié du boulot qui sera pas fait. Ah, quand tu me dis ça, présenter un audit devant Picase qui a été fondé par Philippe Yonnet, j'ai des PTSD de ma CZO que j'ai passé il y a 6 mois, tu vois. C'était exactement ça, voilà, audit avec Philippe. Non, non, mais, Du coup, si j'ai bien compris, on peut pas acheter du contenu entre guillemets à Picase parce qu'en fait vous vendez que du temps. Est-ce que vous avez potentiellement vous avez des partenaires ou un truc comme ça où vous pouvez produire, vous pouvez ou vous faites vraiment que du conseil du coup? alors attends. Du coup, il y a tout un pan qu'on n'a pas évoqué aussi dans cette, dans cette entrevue. Moi, il y a 6 ans, je me suis dit, bon, ça fait 6-7 ans qu'on présente toujours le même triptyque. Voilà, on propose un audit technique, sémantique, netlinking et du temps d'accompagnement. Je me dis super, comment on fait pour se distinguer aux autres? Parce qu'en fait, des fois, tu as des clients, ils nous disent bon bah présentez tous la même chose, mais il y en a un qui est moins cher, c'est lui que je prends. Terminé. Oh, ok, d'accord. Donc du coup, je me suis dit bon bah c'est super. Et aujourd'hui, il y a 6-7 ans, c'était le développement des outils. Il commençait à avoir des outils partout. Les outils eux-mêmes commençaient à proposer du conseil SEO. Donc là, je me suis dit, oula, on est un peu à risque parce que juste présenter du conseil sans outils ou sans méthodologie un peu technique, ça va être un peu compliqué. Donc il y a 6 ans, on a commencé à monter un pôle innovation chez nous. Alors c'était une doctorante et 3 data scientists. Ça permettait aussi de faire du CIR à côté pour pouvoir avoir un peu aussi de temps dans la recherche et développement. Et donc on a commencé à créer nos premiers outils internes qui n'existaient pas sur le marché, qui nous manquaient. Donc on a développé plusieurs systèmes, un système de maillage automatique sur les gros sites e-commerce, un système de big data sémantique, c'était le mot à l'époque, la big data. Maintenant on parle Je me de l'IA. souviens. J'étais Et chez AT voilà. Internet à l'époque, j'étais consultant Ah en ouais, analytics, ouais, et du coup, c'était la big data, ça on entendait parler partout, t'inquiète pas, c'est hein, ça, c'était fallait mettre Data ça dans Lake, chaque Big post Data et compagnie. LinkedIn pour briller, quoi. Après sur sa carte Juste après, visite, gros hacking en général, tu sais. c'est vrai. Et donc du coup, on s'est mis à développer quelques outils et donc ça nous a aussi permis de changer notre méthodologie parce que on a le data sémantique justement qui lui va aller étudier tout un secteur d'activité, toutes les expressions. Donc on a des audits à 20, 30, 50 000 mots-clés et qui va aller être capable de déterminer pas seulement toi ton diagramme de veine pour savoir où tel annonceur est seul et où sont ceux qui se partagent tous le même spectre sémantique. Non, non, lui, il va étudier le cocon sémantique de chacun des acteurs pour être capable de dire, bon bah tu vois Rachel Crédit, tu veux remonter dessus, bah, les 3 premiers, ils ont au moins 1000 contenus dans leur cocon qui ont été faits pour remonter sur cette thématique-là. Toi, t'en as que 5 des contenus. Comment tu veux prioriser pour remonter là-dessus? Soit tu mets l'effort financier pour rédiger le contenu, soit tu passes à des requêtes intermédiaires. Et là, tiens, clause bénéficiaire, bah là, il y a vachement moins de concurrence, tu pourrais y aller dessus parce que justement, l'effort sémantique et de production de contenu est beaucoup moins important.
Donc ça a été un outil qui a été développé il y a 4 ans, qui a été vraiment un game changer pour nous parce qu'on s'est repositionné sur le sujet de la sémantique avec un peu plus d'intelligence dans l'approche. Et puis, il y a 2 ans est arrivé ChatGPT. Et donc là, on a fait gonfler l'équipe. On est maintenant une douzaine de personnes. Où dedans, j'ai des responsables d'IA, no code, des chefs de projet, des data scientists, un doctorant, etc. Qui là, cette fois-ci, nous permettent de travailler aussi nos outils à l'origine, mais d'en développer des nouveaux. Et je ne sais pas quand est-ce que sortira ta vidéo, mais nous, début janvier, on va sortir notre premier outil SaaS, Blick. 100% made in PCase, qui s'appelle Cocoon, cocoon.me, M-E, Cocoon avec des K d'ailleurs. On mettra l'URL dans la description de la vidéo, avec le lien d'affiliation de Léo. Non, on fera pas l'affiliation. Mais bref, on va sortir un outil qui va en fait être la composante de 3 actions. Je bois un coup. En fait, premier besoin, souvent nos clients nous disent OK, vous êtes bien gentil avec toutes vos recos, mais c'est quoi le trafic supplémentaire que je vais faire? Très bien. Dans Cocoon, si tu rentres ton site, tu rentres ta Search Console, et on va te faire une première estimation de la prédiction de trafic que tu vas pouvoir faire avec les recos qu'on va te donner. Est-ce que c'est une prédiction qui est sûre à au moins 92%? Au moins. Non, mais tu as raison de soulever le point. Prédire un trafic, c'est pas évident parce que, en fait, on analyse aujourd'hui ton site, on regarde ses manques et on prédit potentiellement le trafic, mais on prédit pas si les autres derrière vont faire aussi autant d'efforts que toi et vont potentiellement te dépasser. Mais au moins, ça permet de prioriser quelles sont les pages qui ont le plus de manques sémantiques, de manque de linking interne, de netlinking, etc. Deuxième action, on a un système qui va aller prendre chacune de tes pages, qui va aller regarder tous les mots-clés sur lesquels elles devraient se positionner et va te proposer une réécriture de ton contenu en ajoutant ces mots-clés. Troisième brique, il y a plein de pages sur lesquelles tu ne remontes pas, tu n'as pas de contenu identifié. On va te proposer de générer un brief de contenu, mais un brief comme le font maintenant beaucoup des outils, tu sais, où tu vas décliner ton persona, tu vas essayer de comprendre le style de tes contenus existants, tu vas identifier ton entreprise, tu vas faire le tour du sujet que tu veux évoquer dans ta page, et ça va te générer un brief qui va pouvoir être donné à des rédacteurs. Et la quatrième brique, c'est sur lequel on travaille, et c'est pas évident d'obtenir des bons résultats, c'est d'être capable de rédiger un contenu qui passe en tout cas tous les outils de contrôle qui sont des vraies arnaques d'ailleurs, ces outils de contrôle, parce qu'une fois sur deux, ils te disent que c'est 100% IA ou pas du tout, alors que c'est le même contenu, mais qui doit aussi passer du coup le contrôle de Google. Et ça, on fait des tests sur des gros sites de ces contenus-là pour voir s'ils sont bien indexés et bien positionnés ou est-ce qu'ils se prennent une baffe. Des gros sites qui ne sont pas nos clients. C'est intéressant. Il y a souvent quand même ce truc de l'agence et la tech. C'est quand même un truc qui est assez lié. Parce que je sais que, bah, tu vois, Eskimos, ils sont holding avec tout leur tool et leur plateforme et tout le bazar. Je sais que Plix avec Manu, ils ont toujours forcé en faisant genre ouais, on est très orienté tech, on fait de la R&D de ouf et tout, que voilà, vous aussi vous êtes là, vous en parlez. J'ai l'impression que c'est un gros sujet. Est-ce que tu sais pourquoi c'est un si gros sujet? Est-ce qu'il y a vraiment genre, parce que je sais pas s'il y a vraiment tant besoin de montrer que tu as une avance technique à des clients. Je sais pas si, enfin tu vois, j'ai pas l'impression que les clients viennent pour ça. Ça ajoute peut-être un petit sup quand même. J'ai l'impression que je sais qu'il y a une question de valorisation aussi derrière la question de la tech qui est intéressante. Et je sais pas. En fait, j'ai l'impression que des fois on réinvente un peu la roue à reconstruire des outils internes, tu vois, entre guillemets, ou alors on l'invente 2 semaines avant qu'elle soit publique et et quelqu'un d'autre l'ait développé pour nous et endurer les coûts pour nous. Moi, j'ai l'impression que développer de la tech, ça finit par être des coûts et de la maintenance en fait, on sort de notre métier un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'y crois pas trop parce que je me suis cassé les dents peut-être dessus trop de fois, je sais pas. En fait, je pense que tu as totalement faux. Tu dis de la Explique-moi merde, Léo. pourquoi. Tu Explique-moi dis de la pourquoi, merde, Mathieu. Léo. Je suis grave T'as intéressé. t'as la ref ou pas? Tu dis de la Non, merde, je vois Léo. même plus. Mais si, sur Twitter. T'avais Ah fait ton post, putain. le mec s'est dit, tu Oui, dis de c'est la vrai, merde, c'est Léo. vrai, c'est vrai. Il a fait la même sur LinkedIn. Non, C'est mais, l'ambiance Twitter qui revient sur YouTube. Allez hop. pardon, putain. Non, mais, je comprends ton point, et je pense que, effectivement, déjà, t'as tous nos clients, tous les SEO, etc., ils bavent devant souvent des outils. Alors déjà parce que potentiellement, eux, ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas le budget de se prendre un SEMrush, un Botify, un machin, machin, machin. Ils bavent devant ça. Ils se disent que potentiellement, il y a des super insights qui peuvent en sortir. Il y en a certains qui sortent des insights assez intéressants, d'autres moins. Mais aujourd'hui, tu vois, regarde,
toi et moi, on est des experts, on arrive à presque lire entre les lignes, un peu à la Matrix, où on arrive à comprendre parfois les coûts directs et indirects d'une action, des effets de bord, etc. Mais la plupart des consultants, et en tout cas des SEO en interne, ils ont besoin d'avoir un outil de pré-mâchage du travail, tu vois, un SEMrush va te permettre d'avoir un indice de visibilité, de savoir où tourner par rapport à ta concurrence, à calculer une part de voix, etc. Si tu n'avais pas l'outil, bah, tu le ferais pas, ou tu le ferais difficilement avec des estimations, etc. Et SEMrush a des énormes défauts dans son calcul, et ça a le mérite d'exister, de pouvoir se comparer avec les mêmes biais avec les autres. Nous, on a eu cette approche, d'abord, je te l'ai dit, pour se distinguer, premier point. Mais deuxièmement, franchement, les insights sont hyper intéressantes. Quand j'ai un client qui me dit, moi, toucher au maillage interne de mon site, c'est un enfer. Et en fait, je ne peux pas le faire. Je peux pas l'industrialiser, c'est compliqué. Nous, on a un système qui va calculer le PageRank à un instant T et qui va en proposer un nouveau calcul en implémentant des liens complémentaires. Non mais Ouais, je déteste cette approche-là en fait parce que je trouve qu'il n'y a pas je de suis d'accord avec modèle. toi. Mais ça, c'est parce que je suis un techos aussi, tu sais, on est dans la même situation. Mais parce que je trouve qu'il n'y a pas de modèle parfait pour le calcul du PageRank. Et comme on sait pas les pondérations sur le faire raisonnable, à chaque fois on finit par faire des recalculs et des estimations. Et je Mais, sais pas, ça finit par être un mais peu. Je trouve qu'ils sont pas dingos, Mais quoi. je suis d'accord avec toi, mais d'abord, tu as des clients qui n'ont pas les moyens, d'accord? Et Mais déjà, c'est cool d'arriver et de proposer un modèle, ouais. qui voudraient déjà tout simplement mailler plus certaines pages, tu vois? Et quand ils font à chaque fois leur crawl, ils disent, je comprends pas, cette page-là, j'arrive pas à plus la mailler. Il y a quand même une vraie relation entre le nombre de liens que reçoit une page et son positionnement. Donc nous, déjà, ce système de maillage-là, il va déjà booster. Ensuite, il va casser des niveaux de profondeur. Parfois, il y a des pages qui sont beaucoup trop profondes, alors qu'elles ont un potentiel évident, tu vois. Et ben nous, Ah oui, mais vous avez généré ton maillage comme ça? oui, Donc mais oui, là-dessus, Mathieu, vous avez bien. mais en plus, Et c'est moi, du je suis un temps. fervent Et nous, utilisateur de WordPress. Il y a que de la merde dessus. Je trouve tous les systèmes de maillage, ils sont pas terribles et tout. Ouais. mais Donc, tu vois, tu parles de t'as bien fait. WordPress, mais nous, on bosse jamais avec des sites sur Bah WordPress, oui, sur je me PrestaShop, doute. tu vois. Donc, on a encore moins de modules implémentables ou de modules payants qu'ils peuvent acheter, tu vois. C'est que du sur-mesure. Quand ils prennent un Magento, ils le décortiquent tellement que ça devient plus, ils peuvent plus faire de mise à jour du Magento. Il est tellement décortiqué que s'ils font une mise à jour, ils pètent tout. Donc, nous, on leur propose des systèmes où on a une espèce d'interface SaaS dans lequel ils peuvent jouer avec leur maillage. Ils appuient sur un bouton, boum, ça se déploie sur leur site, tu vois. Ouais, pas dégueu. Tu vois, Ok, pareil, ok. ça fait quelques années c'est la mode des marketplaces. On a des acteurs, ils viennent nous voir, ils disent, bah voilà, moi j'ai 50 000 produits, on va passer à 1 million de produits, je sais pas comment je vais faire. J'ai 900 000 produits qui arrivent, c'est pas la même description de produit, c'est pas le même title, faut que je revoie tous mes listings, faut que je crée des nouvelles pages catégories, etc. Bah nous, on prend les 950 000 qui arrivent, on entraîne un modèle avec les 50 000 existants et on reventile ça correctement. Mais tu te rends pas compte, les mecs, on fait des gaps SEO énormes, pas parce qu'on fait des recos de dingue, mais juste parce qu'on range bien la chambre du mec, tu vois. On met au bon endroit les différents produits et on reconstitue une description qui a de la gueule, qui est un peu plus étoffée, qui en plus reprend le style du site et n'est pas la description d'un vendeur tiers qui va arriver, qui met 3 mots terminés. Ouais, c'est que des solutions vachement ad hoc, tu vois. C'est pas des produits ça, c'est super, tu vois, c'est à la mode. Mais en même temps, est-ce que ça répond parfaitement aux besoins? Généralement, non. Tu es toujours obligé de bidouiller, de faire un appel sur un webflow, un webhook sur un scénario make pour bien le faire fonctionner, pour bien l'enrichir. Et donc nous, ce qu'on essaie d'apporter en plus du conseil, c'est une prestation aussi un peu technique sur comment on peut vous aider. Toi, il y a un grand site média, Libération. Il y a 3 ans, ils nous ont dit, bah voilà, en fait, on est né avec une arbo qui avait 50 entrées. Maintenant, on a 25 000 articles. Et 50 entrées, ça suffit plus. Est-ce que vous pouvez m'aider à redévelopper l'arbo? Bah, on a pris les 30 000 articles, on a reconstitué une nouvelle arborescence avec ces articles-là, et on leur a proposé la nouvelle arbo, tu vois. C'est ce genre de prestation que nous, on est en train qu'on déploie et qu'on propose à tous ces clients, grands comptes, qui ont le budget, mais qui n'ont pas forcément les compétences, le temps Ouais. ou la maîtrise de bien faire les choses. Et comme on est entre tech et qu'on commence à parler de tech un peu, j'ai envie de te parler d'un tool que j'ai découvert la semaine dernière, que tu dois connaître depuis 10 ans, mais qui pour moi est ma meilleure découverte ever, Edge SEO de Fasterize, dont j'avais entendu parler il y a longtemps, mais vous devez utiliser, c'est le truc le plus ouf en tant qu'agence SEO, je trouve. Genre, c'est un truc de ouf qu'on n'entend pas assez parler de ça, quoi. Je sais, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Oh Je trouve, non. Oh en fait, tu as raison, ça fait longtemps qu'on... Est-ce que je peux tout raconter là-dessus ou pas? Écoute, ce que je peux te dire, c'est que avec Philippe, il y a 8 ans, on devait monter un outil comme ça, Ok. pour faire ça.
Et en réalité, c'est pas simple du tout à le vendre. En fait, pourquoi c'est pas simple? Parce que il faut que tu réussisses à trouver un client dont les équipes IT vont être d'accord que l'ensemble du trafic va passer par un service tiers et qui va manipuler le code. Et il faut que tu sois aussi garant que ça plante pas. Imagine, tu récupères, donc le principe de l'outil, c'est que ça prend ta page à la volée, ça vient lui ajouter toutes les options SEO et ça la délivre au client. Et bah, imagine Louis Vuitton. Un jour où ta bécane, elle marche plus. Prends Bah, en Dior, fait, par exemple, c'est ouais, plus tu drôle. prends Dior. Je peux pas parler de Dior, mais prends un acteur de luxe qui fait des millions et prends-lui sa page et un jour, oh merde, il y a une panne. Bah, tu sais ce qu'ils mettent dans les contrats, les mecs? Ils mettent tout manque à gagner, c'est pour votre pomme. Tu vois. Donc, c'est très compliqué parce que, les IT, ils t'accueillent pas du tout les bras ouverts. En fait, c'est des sujets le marketing. Ils sont hyper contents. Ils se disent, enfin, un outil qui va faire toutes les recos, externalisé. Je vais plus avoir besoin de passer par les tickets, etc. Mais il y a un sujet sécurité, il y a un sujet de scalabilité, de supporter la charge, etc. Il y a un sujet prix aussi, hein, parce que tu fais 1 million de hits par jour, bah, c'est le support tiers qui va récupérer les 1 million de hits. Alors, t'as des options où tu peux potentiellement avoir une partie des hits qui peuvent être faits que pour Googlebot, sans passer par du cloaking, mais pour alléger la page, etc. Ok, mais néanmoins, et puis l'autre sujet que toi tu dois à mon avis ne pas aimer, et je suis étonné que tu es fan d'un outil de ce type-là, c'est quand même de dire, bah, en fait c'est un pansement sur une jambe de bois, quoi. C'est en fait tu Ouais, répares un ouais. truc que tu devrais réparer nativement, et tu vas être dépendant de l'outil après derrière. Ouais, c'est un vrai sujet. Donc moi je regarde ça. Enfin, et puis je connais les fondateurs de Fastora, etc. On en a déjà évoqué, on a déjà discuté ensemble plusieurs fois. Mais je regarde les sites, en tout cas, sur lesquels ils ont travaillé. Ils font pas des gaps incroyables de visibilité, tu vois. C'est pas Mais, l'outil ultime qui change le game, toi. mais parce que pour accepter, en fait, pour que tu foutes Fasterize avec leur truc sur un très gros site, faut que le pôle SEO il soit déjà super fort en fait pour qu'ils battent le pôle technique. Et donc en fait ils ont déjà tout fait, tu vois, ils implémentent Fasterize, mais vas-y, il y a déjà tout qui est fait grosso modo. Moi, ce qui est trop bien, je trouve, c'est de balancer Fasterize sur un truc où le SEO est aux fraises et que tu as zéro possibilité technique. Mais les cas comme ça, si tu as zéro possibilité technique et que tu n'en as jamais eu, bah en fait tu n'auras pas le poids pour implémenter Fasterize. Donc tu as grave raison là-dessus. Moi, je connais pas ce problème parce que j'interagis pas assez avec des CTO ou pas encore assez. Et ouais, bah pansement sur une jambe de bois, je suis 100% d'accord, mais il vaut mieux une jambe de bois qui marche que un unijambiste qui rampe. Hein. Non, mais en tout cas, franchement, l'outil il est canon. Moi, Ouais. s'il a un annonceur pour l'implémenter, il faut qu'il y aille à fond. Mais encore une fois, les freins sont pas techniques, les freins sont humains. Et c'est aussi pour ça que je te disais que notre métier, c'est le conseil et c'est l'humain avant Ouais. tout, parce que c'est ça notre difficulté, c'est ça les blocages d'implémentation. C'est pas des sujets techniques, c'est des sujets humains, quoi. C'est comment faire pour faire accepter que, ok, l'IT, vous avez une partie des choses que vous avez moins maîtrisées, mais ça va en même temps vous décharger d'une bande passante ou comment on appelle ça, d'un workflow de tickets qui n'arrivent pas à être traités. Mais voilà, c'est compliqué. Il y a Botify aussi qui propose un outil de ce même type, là, Ok. Worker, là, qui permet aussi de faire ce même type de construction. Alors, quand c'est cantonné à de l'optimisation de la web performance, ça, Mhm. ok, tout le monde y voit l'intérêt. Mais quand tu commences à taper un peu et à modifier l'intérieur des pages et que c'est visible par l'utilisateur, tu vois, il suffit qu'un jour le SEO se fasse une petite dinguerie, ils mettent le mot pas cher sur un site de luxe, toi, il se fait dégommer, l'outil, il se fait virer, terminé. Fin du Oh, game. même pas cher. Ouais, Il y a personne ouais, qui veut mettre pas. c'est ça, c'est ça. Non, mais franchement, nous, aujourd'hui, par exemple, on propose toujours deux solutions. Par exemple, tu vois, un e-commerçant va vouloir réécrire toutes les fiches produits en essayant d'amener un peu plus d'émotionnel, d'inspirationnel, ou alors plutôt un côté un peu plus transactionnel, voilà, en fonction de ses préférences. Nous, on lui propose toujours deux choses. On lui dit, soit on vous fait le modèle et on vous envoie l'API et vous l'utilisez, soit on vous aide à faire le modèle chez vous et on vous accompagne plus du coup dans la partie un peu conseil, soit on vous le monte vous-même et on vous l'envoie. Mais on propose les deux parce que s'il y en a qui nous dit ah non non nous on reçoit rien d'extérieur, on sait pas ce qu'il y a dedans, etc. En fait, le marketeur veut toujours essayer, la technique est toujours les deux pieds sur les freins en se disant ah bah rien rentre sans contrôle. Euh, et donc, soit on leur propose de les aider à monter eux-mêmes. Et donc, moi, je me rappelle, un gros site de l'ameublement, on leur a aidé à monter avec un N8N tout le process, tous les prompts et les agents qui travaillent derrière pour faire bien la bonne réalisation. Et tant mieux. Moi, franchement, c'est un kiff aussi de faire monter en compétence certains de nos clients qui deviennent autonomes, qui arrivent à produire des choses.
Bon, parfois, on voudrait qu'ils nous citent un peu plus souvent dans les articles qu'ils ont l'occasion de faire en disant j'ai réussi à améliorer tel sujet grâce à Happy plutôt que de rien dire. Mais on n'est pas assez bon pour leur dire, pour quémander, toi. S'il te Ouais. plaît. Nous. Ouais. Bah, c'est la réponse un peu bateau, mais c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes qui peuvent faire ce que vous n'aimez pas faire. Donc certains diront que c'est délégué, mais c'est, toi, on a toujours eu un peu ce mindset et même au fur et à mesure de grandir, de l'agrandissement et le fait d'augmenter en nombre de people au sein de l'agence. Quand on était 5, bah, il suffisait qu'il y avait une mauvaise recrue pour que c'est l'ensemble de l'équipe qui soit un peu dans le mal. Et donc, que ça soit à 5, à 10, à 15 ou à 20, toi, même aujourd'hui à 60, il y a des postes clés. Si on se trompe dans le recrutement, on perd 6 mois et ça met un mauvais mood et une mauvaise ambiance, tu vois. Donc, très honnêtement, le recrutement, c'est un truc essentiel et ça commence avec son associé ou ses associés. Comment je vais réussir à travailler avec cette personne, à m'entendre. Et moi, je suis le premier à vous dire que s'entendre bien avec des gens quand vous étiez au même niveau de poste ou vous vous connaissiez bien en dehors du travail, ça n'a rien à voir avec ce qui se passera réellement dans le concret, quoi. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est le sujet du recrutement. Euh, et le deuxième sujet, c'est peut-être toujours rester quand même assez humble sur ce que peut être fait ailleurs. Toi, quand on a racheté Synaudience, on pensait leur apprendre plein de choses. Puis en fait, c'est eux qui nous ont bien fait comprendre que vous êtes 15, nous on est 50, on est déjà passé par vos étapes et on sait très bien qu'il faut du process. Il faut être humble par rapport à ce que fait aussi les autres agences, voire les autres freelances. Toi, et tous les jours, il y a des freelances qui m'impressionnent par des outils SaaS, des idées qu'ils ont, etc. Toi, qui permettent de mettre en lumière une bonne idée simple mais efficace et qui peut avoir vraiment de la visibilité, de la viralité dans l'approche. Et puis voilà. Est-ce que la question était aussi de se dire est-ce que si j'avais à refaire mon démarrage d'agence, est-ce que je serais reparti plutôt en associé avec Philippe et moi au départ seul, sans agence derrière? C'est dur de répondre à cette question parce que je me le suis posé plusieurs fois, toi, et je me suis dit en même temps, tu sais ce que tu as aujourd'hui, tu sais pas forcément ce que tu aurais pu avoir avec l'autre association. Cette association, on aurait été 50-50 tous les deux. Peut-être que cette assise qu'on a eue a fait que on s'est peut-être moins pris la tête et on a été moins stressé par les démarrages et qui a fait qu'on a réussi, tu vois. Donc et après, ça a des contraintes, hein, c'est évident, c'est que tu fais pas ce que tu veux non plus. Même si, encore une fois, on a eu cette liberté-là, mais on n'en a pas parlé, mais pendant la période Covid, c'était une période assez difficile. On était très content d'être assis avec un groupe parce qu'il n'y avait plus de chiffre d'affaires qui rentrait. On avait quand même pas mal de clients de prêt-à-porter qui ont mis la clé sous la porte et de gros acteurs toi, des gros retailers qui ont 100% leur boutique fermée, qui ne vivent plus que par le site internet. Tu crois qu'ils vont avoir du budget pour développer les SEO, mais pas du tout. Parce qu'en fait, leur CA se fait avant tout sur les magasins physiques et ils ferment le robinet des dépenses à tous les niveaux. Et ton niveau à toi aussi de SEO, alors que c'est toi qui fais les ventes aujourd'hui, toi. Donc, voilà, très honnêtement, il faut trouver, je pense, la meilleure des recettes qui vous conviendra à vous. Et le meilleur mariage, que ce soit avec des associés ou avec une entreprise tiers qui peut vous accompagner pour vous sentir bien. Nous, on n'avait pas l'ambition de monter une petite agence à taille humaine. On avait vraiment envie d'aller lancer une grosse agence et on avait besoin quand même d'avoir de bonnes fondations avec l'assise de ce groupe-là qui nous a accompagnés à nous développer, à nous voir grandir. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos, Mathieu. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Bah, Je pareil. m'arrête parce qu'il est 22h15 et parce qu'il faut que j'aille dormir à un moment ou à un autre. Je vais te souhaiter un bon week-end. Je vais te souhaiter à tous les gens qui nous regardent une bonne journée sur YouTube. Continuez de kiffer, continuez de ranker. Et puis je te laisse le mot de la fin, écoute. Bah, merci Léo de ton invitation. On a fait ça quand même le 3 janvier. Hein, donc on revient de vacances, on revient du rhume pour certains, d'un nouvel an assez actif. Mais voilà, c'était un véritable plaisir aussi de parler avec toi. Très intéressant. Je pense qu'on a encore plein de sujets à évoquer, mais on pourra se parler en off sans aucun souci. Et puis, ceux qui veulent aussi approfondir certains sujets avec nous, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, sur Twitter un peu moins, j'y passe moins de temps, mais sur LinkedIn avec plaisir. Je ne suis pas un vendeur dans l'âme, donc vous verrez, je pourrais vous donner plein de valeurs sans vous demander quoi que ce soit en retour. C'est plutôt ce que me reprochent les commerciaux des fois de dire mais arrête d'en dire trop, essaye de les amener vers nous, vers la partie commerciale, mais
voilà, franchement, le SEO, c'est une passion, comme tu l'as dit tout à l'heure, et l'idée, c'est de partager, qu'on grandisse tous et que voilà, on en apprenne tous un peu plus sur cet acteur commun sur lequel on essaye de ranker, qui est Google, et on sera jamais assez fort à être plusieurs à réfléchir autour de ça et à partager nos connaissances et nos expériences. Même Merci si beaucoup, Maxime. ChatGPT est quand même en train de percer un peu le game, mais c'est un autre sujet. Sujet pour J'arrête plus là. tard. Allez, bisous. Allez, à plus, merci à vous.